Bon, salut à tous et bienvenue sur la chaîne MyFitWorld Yvan pour une vidéo podcast dans lequel je serai accompagné par un super invité. Je le laisserai se présenter juste après. Et donc on va faire un podcast sur le bodybuilding et on va essayer de rentrer un petit peu en profondeur sur ce sujet-là, sur ce sport. Donc ça va s'orienter surtout pour les débutants et pour ceux qui n'y connaîtraient pas grand-chose, qui auraient envie d'avoir un peu plus d'informations sur ce sport-là. Et voilà, on va essayer vraiment de parler d'un petit peu tous les sujets qui ont rapport à la compétition de bodybuilding. Mais d'abord, je vais laisser mon invité se présenter. Donc vas-y Max, je te laisse te présenter. Salut. Bon, moi c'est Maxime, MaxBFit sur Instagram, j'ai 26 ans et on va dire que ça fait à peu près 5 ans que je fais de la musculation, je pars sur mes 6 ans. J'ai commencé dans une salle un petit peu banale avec le nom de Keep Cool, je sais pas si ça dit quelque chose, Bah, si, mais on va dire que pour commencer c'est c'est plutôt pas mal quoi, parce qu'il n'y a pas de poids libre et je pense qu'on évite de se blesser ou d'avoir des risques de blessure un petit peu trop prononcés. Ouais. Ensuite, au bout de la deuxième année, j'ai décidé de changer parce que je me lassais un petit peu de cette salle. Je suis parti dans une salle qui s'appelait Vita Liberté. Ok. Ça aussi, il y en a qui connaissent. Je suis resté 1 an et demi. Ensuite, j'habitais à La Ciotat et je suis parti à Clermont-Ferrand. Donc, j'ai trouvé une salle qui s'appelle Giga Gym. Je pense que c'est un petit peu plus répandu au niveau de C'est une grosse salle. popularité. Et donc, du coup, je suis resté 1 an. Et maintenant, je suis redescendu dans le sud et je suis à Fitness Park à Haute-Bagne. Ok. Et cette salle-là, et ça me suffit. Ok, nickel. Et au niveau de... Je continue à progresser. Ouais. Ouais. Parfait alors. Au niveau de la compétition, tu as commencé quand? Alors, au niveau de la compétition, ça faisait 3 ans à peu près que je faisais de la musculation. J'ai commencé ma première compétition où tu étais présent apparemment. Et ouais. Il y a une vidéo faite sur une ancienne chaîne qu'on tenait avec un pote. Donc s'il y a beaucoup de vues sur cette vidéo, insistez et puis peut-être que je vous donnerai le lien, on verra. C'est un peu vieux tout ça, donc c'est J'ai vieux vu aussi. aussi cette vidéo, franchement ça m'a fait bizarre de me voir sur scène, mais c'est plaisant à voir un petit peu quand on voit les progrès comme ça au fil des années. C'est pas mal. Ouais, et du coup c'était le Grand Prix des Volcans si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Grand Prix IFBB il me semble, non? C'est dans la fédération IFBB, non, le Grand Prix des Volcans? Ça c'est IFBB, ouais. C'est considéré dans cette fédération-là, c'est lié. Bon, du coup, si je m'en souviens bien, c'était ma première et j'étais coaché assisté, on va dire, par le champion de France, Thierry Bayala. Ouais, mon Thierry qui est super connu et qui on voit pas mal sur les réseaux en ce moment, qui a un gros niveau. Qui est pas mal présent et qui est super gentil et franchement, pour ma première compète, il a été présent du début à la fin et surtout pour le posing, parce que je pense que c'est un des aspects de la compétition qui prime le plus après forcément le rendu, la qualité musculaire, le volume. Le niveau de sèche ainsi que toute sa préparation qui fait qu'au final ça donne un rendu définitif pour monter sur scène avec la couche de tan, enfin tout ce qui va autour, mais ça s'en commence plus. Ouais. Après ça on y travaillera, on en parlera un petit peu après ça quand on rentrera sur la compétition même. Mais du coup ouais, donc tu as été préparé par Thierry et pour cette compétition là, rappelle-nous la place que tu as fait à cette époque là pour ta première compétition. On était 17 et j'ai fini 2e. Ouais. À ma grande surprise, parce que pour une compétition, à la vue de tous les autres physiques, je pensais vraiment que je finirais pas dans les 10 premiers. Et j'étais grave étonné quoi. Vraiment. Et j'étais agréablement surpris et c'est avant tout, je pense, le fait d'avoir fait un podium qui m'a donné goût pour continuer par la suite l'année d'après et encore l'année d'après. Okay. Et là, je me prépare actuellement. On va dire que le terme utilisé est prise de masse. Ouais. Je suis en prise de masse jusqu'en décembre. Je monte petit à petit en poids pour ensuite commencer une sèche en janvier. Ouais. Mi-janvier, avril pour les championnats de France en 2019. D'accord. Et donc tu as fait d'autres compétitions entre-temps, depuis ce Grand Prix à Issor? Oui, alors j'ai fait aussi Gym & Co en novembre à Saint-Etienne. C'était une super compétition. Je crois que c'est la meilleure compétition que j'ai faite. C'est la 2e sur les 3 que j'ai faites. Et parmi un palmarès de 18 personnes, j'ai aussi fait 2e. Et ça s'est joué à très peu avec le numéro 1, donc vraiment très peu, que je connais très bien, qui est super sympa aussi. Ouais. Et en fait, dans cette catégorie-là, qui est le men's physique, dans laquelle je concours depuis une première compétition et dans laquelle je pense que je resterai définitivement, on va dire que ça s'est joué très peu parce que c'était un petit peu plus fun, parce que c'est pas vraiment considéré comme une fédération, le groupe Gym & Co. C'est plus entre professionnels, passionnés, et les juges sont pas non plus affiliés à des fédérations particulières.
pour se permettre de le juger par des critères bien stables et bien posés, on va dire. D'accord, ouais, ça change pas. Il n'y a pas de politique derrière, tout ça, c'est Voilà, c'est plus au un grand prix, visuel. c'est... Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Plus au visu, c'est soit la personne plaît, soit son posing plaît, soit son style plaît, sa personne plaît, etc. en fait. Mais D'accord, c'était une des meilleures compètes que j'ai faites, franchement, et c'était à revivre. Et un des meilleurs physiques que j'affichais aussi, je trouve. d'accord. Ouais. Je mettrai des images si t'es d'accord, hein, Ouais. on cherchera des photos, on les affichera sur la vidéo. Et troisième compétition, du coup, comme t'as dit, t'en avais fait trois. La troisième, du coup, en fait, la troisième, c'était plus parce que la scène me manquait, que je suis monté sur scène, Ouais. vu que c'était une préparation vite fait, on va dire, en 3 semaines. Ah oui, d'accord. Et, Bon, très c'était court. juste histoire de pouvoir mettre une couche de tan, parce que l'odeur du tan me manquait, parce que le fait de pouvoir poser devant des personnes me manquait aussi, l'ambiance également. Donc du coup là, en fait, sur 17 personnes, pareil, j'ai fini troisième. Pour une prépa de 3 semaines, je sais pas comment j'ai fait. Ouais, pas mal. Et c'était quoi cette compétition? C'était le body show à la Ciotat, ma D'accord, ville de ok. naissance et la ville dans laquelle je vis actuellement en fait. La Ok, ville dans laquelle j'ai toujours vécu 80% de ma vie. bon, nickel. Je suis Nickel. content. Mais maintenant, plus qu'à voir pour 2019. Je compte vraiment faire une vraie prépa et être le plus sérieux comme j'ai jamais été jusqu'à maintenant pour mes autres compétitions. D'accord, ok. Ben super. Donc, Je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau de ta présentation. Peut-être quelque chose à Ouais. rajouter, non? de ma présentation, qu'est-ce que je peux Dans dire tes objectifs, t'aurais quoi comme objectif là au niveau du bodybuilding, au niveau des compétitions? C'est quoi que tu vises? Euh, Alors, si déjà je peux faire champion de France, ce serait vraiment là pour moi. Ouais, c'est déjà un gros niveau. Ouais. Et ensuite, je pense que pour la suite, on verra parce que j'y suis pas encore. Ouais, Ça partirait en mode classique et c'est encore autre chose en mode C'est encore international et Europe. Donc ouais. on verra. Donc On tu verra serais plus motivé tard. pour ce niveau-là, quoi. Tu serais motivé Ouais. pour. D'accord, ok. Il faudrait déjà que je fasse un top 6 aux demi-finales France pour me qualifier pour la finale et ensuite faire un top 3 pour me qualifier pour la suite. D'accord. On verra bien, écoute. Voilà. Ben, on va croiser les doigts. Super, bon, mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et premier sujet, le bodybuilding ou le culturisme, c'est quoi en fait? Comment est-ce que tu définirais cette activité, ce sport, cette passion? Pour toi, c'est quoi le culturisme? Si tu devais expliquer à un débutant, à une personne qui ne connaît pas du tout ce sport-là, qu'est-ce que c'est en fait? Je pense que pour une personne lambda qui se décide du jour au lendemain de commencer la musculation, le bodybuilding, le culturisme, comme on veut bien l'appeler, je pense que c'est un moyen de se remettre en forme pour une personne lambda. D'accord, Se dire en regardant des magazines, waouh, celui-là il est beau, celui-là il est super, j'aimerais bien lui ressembler. Il inspire confiance, il doit avoir tous les regards de toutes les filles sur lui, etc. etc. ouais. Donc pour toi, Et, ça commence par ça, quoi. Ça commence comme ça, je pense. Mais il y a ce type de personnes-là. Il y a ce type de personnes comme moi qui ont commencé, par exemple, à faire de la musculation parce que déjà de base, ils avaient un problème de confiance en eux, on va dire. D'accord, Et étant très ectomorphe de base, donc très maigre, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi et donc du coup, je pensais que ça pouvait m'apporter cette confiance-là que je pouvais créer au fil des années. Et c'est ce qui est arrivé, mais bon, c'était l'aspect numéro un du pourquoi j'ai commencé, mais par la suite, on va dire que c'est aussi un aspect qui est devenu une passion pour moi et c'est devenu en quelque sorte une thérapie pour pallier à tous les problèmes de la vie que d'accord, je vivais au quotidien. d'accord. C'est plus une thérapie qu'une passion en fait, maintenant j'ai envie de dire, même si c'est à égale distance, on va dire, d'un côté comme de l'autre, mais c'est plus une thérapie qu'une passion maintenant. Ok. C'est un style de vie en fait, comme on dit. Ouais. Ou De à toute façon, la ouais, voilà, à l'anglaise. De toute façon, le bodybuilding, c'est rare qu'on le commence en se disant je veux faire des compétitions. Enfin, c'est rare qu'on s'inscrive à la salle en se disant je veux faire des compétitions, je veux être comme tel pro. Contrairement aux gosses qui commencent le foot en voyant des matchs à la télé, leur héros, tout ça. Ouais. En culturisme, c'est assez différent comme approche. On y rentre petit à petit, la passion se développe au fur et à mesure, et après on a envie de se donner. Donc, moi, la façon dont je définirais le culturisme, après en restant très terre à terre, pour moi, c'est un achèvement. En fait, la musculation, pour moi, c'est un ensemble de techniques. Ensuite, tu as les sports qui sont les sports de force, comme le powerlifting, l'haltérophilie. Et le culturisme, le bodybuilding, ça se rapproche plus d'un concours de beauté, mais où on va évaluer un physique athlétique, on va évaluer une musculature, un travail en fait. Parce qu'au final, je pense que quand un athlète de bodybuilding est noté sur scène, il est noté pour le physique qu'il a sur le moment, mais surtout pour tout le travail qu'il a fait auparavant.
c'est là aussi qu'il y a un petit peu la différence avec le mannequinat. Clairement, c'est que quand on note une personne en bodybuilding, on sait qu'il a travaillé derrière, mais ça va surtout s'attacher à l'aspect esthétique. Donc, moi, je le définirais pas vraiment comme un sport, mais plus comme je sais pas, un concours. Une adoption de style de vie en fait. Ouais. C'est un changement radical, je pense, dans la vie d'une personne que de se comporter, on va dire, ou plutôt de prétendre oser se comporter comme un culturiste. Ouais. Il y a toute la vie derrière qui est énorme, Ouais, c'est ça. et même à petit niveau. Personne te voit manger, te voit apporter tes tupperwares à droite à gauche, te voit prendre des compléments alimentaires, etc. Et ils se disent tu te forces, non, quand tu fais ça? Ouais. En fait, non, je me force pas, c'est juste que je le fais parce que j'ai des objectifs et parce que j'aime le faire. Parce que je sais que j'ai vu du changement en agissant comme ça au fil des mois, au fil des années. Et je vois que je continue à aller là où j'ai envie d'aller. Ouais. Donc ça apporte que du bon. C'est ta façon de vivre et c'est la façon dont tu veux vivre ta vie, quoi. Ça va après, plus loin que je juste. Je ferai ça jusqu'à 70 piges. Bien sûr, bien sûr. On va dire qu'on est jeune et je pense qu'il faut profiter et je pense qu'il faut vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre au jour d'aujourd'hui et de faire au mieux pour les jours qui vont arriver, quoi. D'accord, carrément. Bah, je suis bien d'accord. Non, on va peut-être parler un petit peu de toutes les critiques qu'il y a à propos de ce sport-là. Donc il y a des critiques dans la société de tous les jours et il y a aussi beaucoup de critiques d'autres sportifs. Et là, je sais pas comment tu le ressens, mais moi je trouve ça encore plus blessant quand c'est un autre sportif qui te critique qu'une personne lambda qui de toute façon ne fait rien de sa vie. Donc d'une critique intersport entre sports différents ou sports du même monde? Non, pas forcément sport du même monde. C'est-à-dire entre bodybuilder et par exemple un footballeur, un rugbyman qui va considérer que ce que tu fais c'est pas du sport, ça a pas de valeur, c'est juste de l'égocentrisme. Comment tu réagis à ce genre de choses là? Parce que j'imagine que tu as déjà dû l'entendre, on a déjà dû te faire ce genre de remarques. D'habitude tu réponds quoi à ces gens là? Ouais. Pour l'entendre, je l'ai entendu et je pense que je pourrais même plus le compter du nombre de fois que je l'ai entendu. Ouais, c'est tout le temps. Je pense que toi aussi, du coup. Clairement, même à mon niveau, même si c'est pas forcément visible, quand les gens voient que je vais m'entraîner à la salle, que je prends des compléments, que je fais attention à ce que je fais dans pas mal des aspects de ma vie, et qu'il y a d'autres sportifs qui en font beaucoup moins, mais qui juste parce qu'ils vont courir après une balle se trouvent plus légitimes, c'est vrai que c'est blessant. Et au final, c'est toujours un petit peu difficile de leur faire comprendre qu'on fait pas du culturisme uniquement par égocentrisme. Bien sûr qu'on a envie d'avoir un beau physique, mais au final, ceux qui tiennent, ceux qui en font plus de 6 mois, c'est des personnes qui sont passionnées par le sport, qui sont passionnées par soulever la fente, par apprendre en fait, à apprendre les techniques, à apprendre les mouvements, à apprendre la nutrition. Sur le long terme, en fait, c'est juste des gens passionnés comme n'importe quel autre sportif, je pense. C'est sûr que si tu fais de la musculation au bout de 4 mois, que tu portes que des débardeurs et que tout ce que tu fais c'est des selfies, forcément c'est difficile de répondre à ce genre de choses là. Justement, c'est là qu'on entre dans le cliché qui fait qu'apparemment les personnes se disent pas de cerveau que des muscles. Voilà. Mais au final, ceux qui en font. C'est un des sports où il faut quand même avoir énormément de connaissances pour pouvoir aller dans le meilleur des sens possible, c'est-à-dire éviter le risque de blessure. Déjà de 1 pour connaître tous les différents types d'exercices et toutes les différentes méthodes pour pouvoir évoluer et continuer à évoluer dans le meilleur des sens. Et nutritionnellement parlant, je pense que ça c'est ce qui prend le plus de place dans le milieu du culturiste. Vu qu'on va dire que, comme on l'a souvent entendu, et je pense que c'est une raison pour laquelle une personne évolue plus ou moins, c'est la diète, l'alimentation. Je pense que c'est un vrai palier. Moi je trouve que c'est ce qui fait le tri entre une personne vraiment motivée et une personne qui aime juste aller à la salle tranquillement et voilà. Quand il faut changer la bouffe, quand il faut changer sa vie, c'est là où ça fait le tri, où on voit vraiment la passion se développer, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi, comme tu le dis, c'est ce qui fait le tri entre les personnes qui viennent me voir par exemple, où j'entends dire des personnes dire ouais, mais je m'entraîne comme un diable, franchement je fais tout ce qu'il faut, je sue, je souffre, etc. Je m'entraîne 5 jours sur 7. No pain, no gain. Mais tu manges quoi quand t'arrives chez toi? Bon, ce soir je me suis fait McDo, avant-hier je me suis fait KFC, etc. Enfin, ça suit pas une bonne alimentation, donc forcément, c'est un déficit calorique. Déjà à la base, c'est un déficit calorique, tu prendras pas du poids, mais tu pourras pas construire du muscle. C'est résumé au plus gros, quoi. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un point, c'est que j'ai l'impression que le culturisme, en fait, c'est vraiment l'activité sportive, on va dire, qui fait commencer le plus tôt, en fait, le plus tôt possible. On doit commencer à être professionnel dans sa façon de faire pour essayer, ne serait-ce qu'évoluer, même sans parler des compétitions, tout ça. Si tu veux évoluer, même à petit niveau, tu es obligé de devenir hyper professionnel dans ce que tu fais, tu es obligé de tout contrôler.
Et ça super tôt, contrairement à d'autres sports où ça va venir petit à petit, tu commences gosse, tu fais 6-7 ans, puis au bout d'un moment on te dit bon, peut-être que tu peux intégrer telle équipe, et puis là il commence à se dire ah ça serait bien que je fasse plus attention à ce que je fais dans la vie, alors qu'en musculation, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans suivant les personnes, direct tu vas commencer à assimiler, si t'aimes ça tu vas direct devenir hyper professionnel dans ce que tu fais quoi. C'est ça. Ben, c'est vrai que tu vas devenir vraiment passionné, tu vas continuer à feuilleter à droite à gauche, faire des recherches à droite à gauche, et c'est là que tu vas, sans t'en rendre compte, assimiler les connaissances qui te permettront par la suite de pouvoir encore plus devenir passionné et te faire accrocher encore plus au milieu. Quoi. Enfin, personnellement, ça marchait comme ça. Quoi. Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de vrai gros physique en musculation. Si t'es pas passionné, ça n'existe pas. Quoi. Ouais. C'est une grosse différence qu'il y a et que les gens se rendent pas forcément compte, je pense. Comment dire, la société qui ne connaît pas la musculation se rend pas compte que la moindre personne qui leur paraît énorme, pour atteindre ce niveau-là, elle a dû suer sang et eau, elle a dû tout maîtriser, elle a dû apprendre des choses en restant, bon voilà, bien sûr il y a des exceptions, mais ils se rendent pas compte du travail que ça fait, ne serait-ce que pour avoir un physique agréable, avoir les abdos à la plage. C'est ça. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent no pain no gain, mais moi personnellement c'est no brain no gain. Ouais. Donc je pense que c'est plus véridique que l'entraînement et que tous les clichés qu'on se fait, particulièrement en France déjà. Ouais. Parce que je pense que la mentalité française est loin d'être similaire à celle de notre beau continent que sont les États-Unis. Ouais. Et ça n'a rien à voir, et je pense que ça aura toujours rien à voir. Mais après, je pense que c'est à nous de changer la donne et d'essayer de faire comprendre au maximum de personnes que ça peut être considéré comme un autre sport lambda et que ça a aussi sa particularité, ses qualités, ses défauts, qu'il ne faut pas non plus le négliger. Quoi. Ouais, c'est non, dommage. Ouais. C'est un art, je trouve, que de façonner son corps en fait. Ouais, je suis c'est d'accord. un art, tandis que on va prendre un sprinter. Son but, ce sera de courir le plus rapidement possible sur un laps de temps le plus court possible. Mais au niveau du culturisme, l'objectif, ce sera de façonner son corps par rapport aux attentes et critères des juges pour lesquels tu afficheras ton physique le moment, le jour J en fait. Ce sera des mois et des années de préparation pour une minute sur scène. Ouais. Et ça n'a pas moins de valeur qu'un sprint, ça n'a pas moins de valeur qu'un match de foot, c'est ça en fait, que les gens ont du mal à... J'ai envie de dire que chaque sport a sa valeur, chaque sport a sa qualité et son intérêt de vouloir se dépasser. Je pense qu'il ne faut pas critiquer ne serait-ce le moindre sport. J'entends souvent dire aussi les footballeurs, ils tombent par terre, ils se roulent pendant 30 000 ans, etc. Pour le cas de Neymar par exemple. Bon ok, on va dire c'est un petit peu des chuchotes au niveau des coups qu'ils prennent. Si tu vois les rugbyman, il y en a qui font les comparaisons entre les rugbyman. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais c'est juste qu'en fait, il y en a qui sont plus formés pour certaines choses, d'autres qui sont plus formés pour d'autres choses. Je suis d'accord. Voilà, il ne peut pas faire... comment dire, il y a le mot qui est choisi pour ça, là. Comment on dit, pas faire d'un amalgame, mais bon... Ouais, je vois l'idée, je pense qu'on aura tous vu l'idée. D'amalgame au niveau du sport, quoi. Enfin, voilà. Bon, mais nickel, je pense qu'on a un peu vu du coup qu'est-ce que c'est que le culturisme. Maintenant, revenons, restons hyper terre à terre. En France, si on veut faire du culturisme, il y a pas mal de compétitions, il y a pas mal de fédérations. Et du coup, c'est surtout quand on s'y connaît pas et quand on n'est pas dedans, c'est vraiment le bordel. On sait pas quelle compétition. Tu vois, on n'arrive pas bien à classer des choses. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé déjà les différentes fédérations qu'il y a, sachant que c'est juste pour la France déjà, parce que c'est vraiment le bordel. Il y a vraiment un bal de fédérations en fait en musculation, en bodybuilding, ce qu'il n'y a pas forcément dans d'autres sports quoi. Ouais, je peux essayer, mais bon, je suis pas trop qualifié non plus pour pouvoir te dire tout élément de détail tellement il y en a moi non plus. Ouais, c'est incroyable le nombre qu'il y a. Ouais, c'est incroyable le nombre de passerelles qu'il pourrait y avoir pour pouvoir accéder à d'autres compétitions en commençant par certaines compétitions. Moi par exemple, j'ai commencé par un Grand Prix. Ouais. C'est un Grand Prix qui était affilié à la Fédération de la France, et ce qui est l'IFBB en fait. Et ce Grand Prix-là permettait d'accéder, je crois à l'époque déjà, à l'Arnold Classic qui se déroulait en Espagne. Tandis que l'Arnold Classic, ça n'a rien à voir en fait avec la Fédération française, c'est deux choses différentes. Mais je suis pas trop qualifié là-dedans pour l'instant. C'est ça en fait qui est incroyable, c'est que c'est vraiment anarchique quoi, les compétitions de culturisme. Il y a des fédérations qui sont affiliées à d'autres, il y a des gros groupements qui se font à l'international.
Et c'est franchement le vrai bazar en fait pour y comprendre quelque chose. Du peu que j'ai vu, rien qu'en France, il doit y avoir 5 ou 6 fédérations. Alors la plus grosse, ça reste l'IFBB, c'est celle qui organise au final l'Olympia, qui est la grosse compétition de culturisme et qui regroupe vraiment les culturistes avec le plus haut niveau. C'est un petit peu le Graal, entre guillemets. Mais Ça, c'est pas trop attendu. Ouais. voilà, c'est ça. C'est l'Olympia aux États-Unis. Mais après, l'IFBB, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau, je sais qu'ils ont une partie de leur fédération qui s'occupe juste des États-Unis. Je sais plus comment ça s'appelle, la NFC, il me semble. Et, C'est NFS. ouais, c'est ça. Et après, il y a une autre partie de l'IFBB qui s'occupe d'en gros tout le reste du monde, quoi, d'après ce que j'ai compris. Et il y a l'Arnold Classic qui est rattaché plus ou moins à l'IFBB et qui est géré et chapeauté par Arnold Schwarzenegger. Enfin, c'est le vrai bazar en fait. Je pense que ça doit être super compliqué quand on est compétiteur et qu'on commence tout juste. On doit aller dans une compétition juste parce qu'on t'a dit que tu peux t'y inscrire. Mais après, tu dois jamais savoir trop quoi faire, quoi. En fait, c'est vraiment le bazar. Et puis ça change tous les ans en plus. En fait, je pense que quand tu décides de faire telle compétition, je pense que là, je suis certain par contre, je pense l'objectif numéro 1 quand tu choisis de t'inscrire à telle compétition, c'est de voir à quoi ça pourrait te permettre d'accéder en fait, selon le classement que tu fais, qui par la suite pourrait également te faire accéder à d'autres compétitions beaucoup plus, beaucoup plus de qualité et qui te permettront d'avoir plus de reconnaissance en fonction de ton classement. D'accord, ok. Mais bon, tu vois, moi, je sais beau être compétiteur, mais comment dire, je pense que j'agis comme ça en fait. C'est-à-dire, une compétition dans le but de voir à quoi ça pourrait me faire accéder, mais j'essaie pas trop de me casser la tête en fait. Ouais. Moi, je me suffis à faire mon travail, à rester discret et à faire de mon mieux possible pour pouvoir, à la fois, quand je serai sur scène, également faire de mon mieux possible en fait. Tu vois. J'essaie pas trop de me creuser la tête pour ça, mais... Ouais, ça viendra en temps voulu, quoi. Ouais, je pense que si j'avais faire quelque chose en France, là, par contre, je vais encore plus feuilleter et m'imprégner de tout ce qu'il faudrait que je sache pour me débrouiller par la suite, quoi. Puisque, effectivement, il y a beaucoup de fédérations, comme en Angleterre, par exemple, c'est la WBFF, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose, ça c'est encore... C'est Paul Dillette, c'est ça, non, qui s'occupe de ça. C'est encore une fédération avec encore d'autres catégories. Parce que bien sûr, là on a parlé des fédérations, mais en culturisme comme un athlétisme, en gros, il y a plusieurs épreuves, il y a plusieurs catégories avec des athlètes différents. Et donc ça aussi, ça pourrait être intéressant d'en parler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes grosses catégories qui existent en culturisme, que ce soit chez les femmes, chez les hommes? Si tu t'en sors, au pire je t'aiderai un petit peu si j'ai des souvenirs qui me reviennent, ça va être un peu chaud. Parce qu'en plus, ça dépend des fédérations. Ouais. On va dire que la catégorie, comme j'ai dit tout à l'heure, dans laquelle j'ai le plus concouru et je pense dans laquelle je resterai le plus longtemps possible, tant que mon physique ne suit pas. On parlera encore d'un autre cap qu'il faudra dépasser en fonction des catégories dans lesquelles tu pourras concourir plus ou moins. Ouais, on y viendra en fin de podcast, donc restez bien parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui attendent que ça. C'est le sujet tant attendu, ça c'est sûr. Voilà. On va dire que ma catégorie fétiche, c'est le men's physique. Ouais. Donc je pense que c'est la catégorie qui est la plus passe-partout. Ouais. Parce qu'on va dire que c'est un physique qui pourrait être affiché plus ou moins naturellement, qui pourrait plus ou moins être accessible par tout le monde, on va dire. Parce que, on va dire qu'on affilie ça à un surfeur bien musclé, bien tranquille et sportif sur la plage, etc. Avec une particularité qui est le maillot. Un maillot assez long, un longboard, utilisé aussi également par les surfeurs. Ouais. Ensuite, si on passe un cap au-dessus, on pourrait parler de classique. Ouais, il y a encore une autre. Il y a musculaire aussi, mais c'est encore entre deux. Il y a encore même ça, pour ça par exemple, il y a encore des catégories qui sortent, qui pointent le bout de leur nez tous les mois en fait, pratiquement. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que pour une catégorie, les physiques vont pas être les mêmes à tous les échelons de la compétition. Et des fois, on va avoir des différences énorme en fait. Donc juste en restant sur la base, déjà chez les hommes ça commence à peu près en termes de volume, ça commence à peu près par les men's physiques, donc ça c'est la catégorie à laquelle tu participes, et au-dessus du coup il y a classique. Du coup c'est quoi la différence par rapport au men's physique déjà? Je pense qu'il faut acquérir un tout petit peu plus de maturité et de qualité et de volume musculaire, on va dire. Ouais. Et ça se penche particulièrement sur le bas du corps pour les classiques. Ouais, parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que les men's physiques avec leur long maillot, malheureusement vous êtes pénalisé, on peut pas évaluer vos jambes.
c'est dommage parce que c'est pas Ouais. pour autant que. Et on néglige. d'ailleurs, il me semble qu'il y a beaucoup de men physiques qui gueulaient un petit peu par rapport à ça, qui voulaient avoir au moins un peu moins de longueur pour pouvoir être évalué à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que moi personnellement, pour Jimenko, genre en novembre 2017, j'ai pris un maillot que je trouvais un petit peu pas. Enfin, que j'essaie de trouver un maillot pas trop long en fait, pour montrer Ouais. le bas, des conneries. le bas des Parce que quadriceps. je me cassais pas la tête pour rien à la salle, tu vois, Ouais, faire le bien leg sûr. day 1 à 2 fois par semaine, pour rien quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est devenu une de mes séances préférées. Enfin bon, comme quoi, même un mince physique peut avoir des cannes cachées sous son maillot long qui arrive au genou quoi. Voilà. Ensuite, si on parle de classique, Ouais. classique, ouais, c'est pas un maillot lent, on va dire, c'est plus un C'est un boxeur, quoi. un string en fait, on appelle ça des strings quoi, carrément pour les hommes. Il me semblait que les classiques, ils étaient au boxeur encore. Que le string, ça Ouais, il y passait en a sur les aussi, body. Et, Il y en a que aussi. c'est- Je crois ouais. que c'est les musculars justement. Ah, c'est encore autre chose, d'accord, ok. Ouais, c'est entre mince physique et classique, c'est les musculars. Et ces musculars là, ouais, ils ont des boxeurs, ça arrive comme des caleçons en fait. D'accord, ok. C'est pas pour autant qu'il faut négliger aussi les jambes de leur côté. Et de toute façon, plus tu montes dans les catégories, et plus tu dois avoir Un string. évoluer, tout simplement. Ouais, En fait, plus tu deviens une bête, plus tu montes en bodybuilder, plus tu deviens une bête, quoi, tout simplement. voilà. Et donc après, les dernières catégories, au niveau des hommes, les plus musclés, c'est les bodybuilders. Alors après, bien sûr, pour chaque catégorie, il y a des catégories, il me semble que c'est d'âge. Il y a l'âge et Ouais, la c'est- taille qui comptent. Donc il y Il y a a... la taille, il y a- qui différencie les catégories entre elles aussi. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, après, c'est les bodybuilders, c'est ceux qu'on voit à la télé dans tous les reportages choc, les mecs énormes, vraiment impressionnants. Et là, c'est quand même des athlètes qui souvent sont plus âgés, avec beaucoup plus de maturité dans ce sport-là. Parce que bien sûr, ça se crée pas du jour au lendemain, ce genre de physique, ils sont pas nés avec. Et Ah, ça, c'est sûr, quelle que soit la façon dont tu penses y arriver ou tu te débrouilles pour y arriver, ce serait pas non, dans 5 ans. c'est sûr, c'est sûr. Donc ouais, souvent c'est des athlètes un peu plus âgés, avec des niveaux assez impressionnants. Ouais. Ok, non, là c'est pour les hommes, et il y a aussi des catégories féminines, et ça d'ailleurs c'est assez important de le dire, mais je trouve que le bodybuilding féminin, quand même, quand on regarde au niveau du temps, ça a commencé très tôt, comparé à d'autres sports, et surtout les compétitions à haut niveau, il y avait quand même des Olympias féminins, bodybuilding, il y a assez longtemps, quoi, donc ça déjà c'est plutôt cool pour le sport, ça montre quand même une bonne volonté de mixité, on va dire. Et du coup, il y a aussi pas mal de catégories pour les féminins. Alors, je sais pas si t'arriveras, si tu les connais toutes, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Puis les noms en anglais, c'est un peu chaud. Ça te ressemble beaucoup, Mm. mais La catégorie qu'on connaît le plus, forcément, c'est la catégorie Miss Bikini. ouais, Et bon, après, ça c'est la base, quoi. C'est la catégorie qui ressort le plus et qu'on retrouve le plus sur tous les réseaux sociaux avec toutes les fit girls qui y sont affiliées. Ouais. Donc du coup, petite coupure, parce qu'on a eu un petit souci avec les catégories féminines en fait, parce qu'on s'est rendu compte que au final ça changeait beaucoup. Donc désolé, c'est de ma faute, je suis pas assez bien préparé. Du coup, on a parlé des bikinis, donc c'est vraiment le début, et en même temps c'est aussi ce genre de filles qui vont servir aussi de modèle pour modèle photo en fait pour certains trucs de mode. D'ailleurs un petit peu comme les men's physiques, même si ça commence à être un peu trop musculeux pour certains shootings photos on va dire. Ouais. Et du coup au-dessus de bikini maintenant la catégorie plus musclée que bikini qui commence à vraiment rentrer, ça se voit beaucoup plus en fait l'aspect bodybuilding derrière que chez les bikinis, c'est body fitness ou les catégories figure, où là c'est quand même des femmes beaucoup plus découpées, plus développées. La différence, je trouve que notamment la compétition que j'étais allé voir où tu y étais, ça se voyait surtout au niveau des épaules. Les épaules, les trapèzes, Ouais, c'est sûr. les trapèzes c'est incroyable. Plus qu'au niveau des jambes, où au final il y a déjà des jambes bien taillées chez les bikinis. Et après la sèche aussi est plus poussée, plus travaillée que chez les bikinis. Donc, c'est pas du tout la même qualité en fait. Ouais. Vraiment. et la différence se voit vraiment plus, je trouve, sur ces deux catégories-là, quoi, que chez les hommes, par exemple, avec les men's physiques et les classiques. Là, quand on passe de bikini à body fitness, je trouve que ça n'a plus rien à voir au niveau des physiques. Ouais. Et du coup, la catégorie au-dessus, c'est plus bodybuilding féminin parce que ça, dans les compétitions, on n'en trouve plus. Ça a été un petit peu mis de côté parce que c'était pas des catégories qui attiraient beaucoup de public, tout simplement. Ça vient de là. C'est la catégorie. Ça n'empêchait pas pour autant que c'est d'autant plus impressionnant, surtout chez une femme. C'était impressionnant.
Et Ouais, on mais avait c'est des clair. championnes en France, on avait des championnes qui ont fait l'Olympia. Ouais. J'ai plus les noms en tête, mais je sais que de la ville où j'étais, il y en avait une qui avait fait Olympia. Et Ouais. c'était très impressionnant et à la fois très féminin. Et Ouais. du coup, la catégorie le plus au-dessus maintenant, c'est Women's Physique, où c'est quand même des femmes avec un physique très développé. Franchement, c'est très proche du bodybuilding, mais sans aller dans les extrêmes, comme chez les hommes aujourd'hui, notamment dans les compétitions de plus haut niveau. Ouais. Et en gardant, par exemple, le ventre encore très serré, la taille très fine, voilà, en essayant de rester un peu plus féminin que certains travers qu'il y avait eu sur le bodybuilding féminin auparavant. Et C'est un des aspects des catégories qui doit ressortir le plus, hein, si t'as remarqué. oui, c'est La vrai, taille est super fine. la taille, il faut qu'elle Enfin, soit parfois, toujours en fait. super fine. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, un petit aparté, moi sur la compétition où du coup je t'avais vu, et pour la première fois d'ailleurs, on avait été avec le pote qui m'a accompagné, on avait été hyper impressionné en fait par les femmes, surtout sur un point, c'est qu'au final on a une image de femmes bodybuilders qui ne peuvent pas être féminines. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que sur scène, on a trouvé que même sur toutes les catégories, la féminité, elle était là à chaque fois. Et on voyait que d'ailleurs que c'était évalué. Et franchement, ça tranchait complètement avec tous les a priori qu'on aurait pu avoir en fait sur ces catégories-là. Et on avait été très très impressionnés par le niveau des femmes, notamment sur certaines catégories. Et Tu fais bien leur d'en parler, c'est prestance. comme si tu me l'as raconté. Vu que moi j'étais derrière dans la scène et je voyais rien. J'étais en mode stress, en train de me préparer, de m'échauffer, etc. Ah ben, sur scène, franchement, il y avait une prestance qui était vraiment impressionnante. Le posing était aussi très travaillé. Et on avait été vraiment impressionnés. Et même pour des catégories sur lesquelles on ne se serait pas attendu à avoir autant d'intérêt en fait sur les catégories les plus musclées des femmes. Franchement, on a été épatés quoi, épatés. Donc d'ailleurs, encore un petit aparté, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que si vous faites de la musculation ou même si vous en faites pas, allez voir à l'occasion une compétition de bodybuilding, allez voir une petite compétition autour de chez vous. Enfin, il y en a vraiment partout en France qui se font. C'est pas trop cher et au moins si vous avez un minimum d'intérêt pour la musculation, pour les physiques, franchement ça peut valoir le coup. Nous on y était allés alors qu'on commençait tout juste en fait à pratiquer la musculation, le développement, tout ça. Et franchement on s'était dit sur un coup de tête, on avait vu qu'il y avait l'affiche, on commençait à s'y intéresser, on s'est dit allez on va y aller. On était quasiment les seuls en fait à ne pas être du tout du milieu, il y avait que les familles des compétiteurs et les compétiteurs. C'est vrai. Ah non mais c'est vrai, et c'était plutôt drôle et plutôt, je pense qu'il avait... chaleureuse, c'est ça qui est bien aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et on s'est régalé, on a pu même parler avec certains des athlètes quand on était dehors entre deux catégories. Et franchement, on s'est régalé. Je suis pas vous avoir vu, j'aurais bien aimé vous. Et ouais, mais je pense que tu devais être à fond dans le truc, parce que je sais que Damien m'avait dit qu'il te connaissait. Petite dédicace à toi, Damien. Il va sûrement regarder le podcast. Mais je pense que tu étais à fond. On avait vu qu'il y avait Thierry qui était passé au fond. Pareil, j'avais vu, il s'entraînait avant au SUAPS, dans la salle universitaire à laquelle j'allais. Et donc j'en avais entendu parler et je l'avais retrouvé sur les réseaux, donc je l'ai reconnu quand je l'ai vu arriver, super grand, super tanké. Et non, franchement, on avait passé une journée vraiment géniale et on peut discuter avec tout le monde, c'est pas prise de tête. Puis je sais pas, t'as l'impression de te retrouver un petit peu à part du monde avec tous ces gens super bien foutus, super caisse et tout, et tout le monde qui s'encourage. Franchement, c'était sympa. Donc voilà, sur la partie. Même nous, on se sent un partie du monde pour dire, parce que genre, ce physique-là qu'on affiche, il est temporaire. Ouais, et donc encore plus, ça te. Ouais, donc on en profite tellement d'avoir autant souffert pour s'y préparer et afficher un tel physique qu'on se déconnecte un peu du monde, on décompresse de tous ces mois de préparation qu'on a fait et ça fait du bien aussi quoi. Ouais, c'est sûr, faut profiter à fond. Et donc ouais, les gens, si vous vous intéressez un petit peu à la musculation, franchement, allez voir une compétition de bodybuilding à l'occasion. Déjà, ça fera pas de mal au sport au niveau financier. Et puis, vous allez passer un bon moment et ça va avoir au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment super sympa. Et vous allez voir que c'est différent d'y être en vrai, de voir les athlètes en vrai, et que de les voir en photo ou de les voir sur YouTube. Ça a rien à voir. Et ouais, c'est la même chose quoi. Franchement, c'est encore plus agréable et c'est comme les matchs de foot à la télé quoi. Quand tu vas les voir en vrai dans un stade, ça n'a rien à voir tout simplement. Voilà, mais carrément. Et c'est pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir les compétitions. Franchement, il y en a pas mal en France. Au final, c'est quand même un peu dans toutes les grandes villes, on peut en retrouver. Et moi, je trouve que ça vaut le coup et je vous encourage à y aller. Du coup, on a vu les catégories, les fédérations, on a parlé un petit peu des critères de jugement. Donc justement, au niveau des critères de jugement, quand même, en tant que compétiteur, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui va faire que vous allez plaire aux juges et qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir une bonne note au final?
Comme je te l'ai dit, en fait, déjà, premièrement, je pense que quand ce sont des vrais juges qui sont affiliés à une véritable fédération, il y a des critères de base qui sont attendus. D'accord. Donc, Et vous avez la liste des critères avant de commencer la compétition? si on les connaît, nous, Ouais. on les connaît pas. Ouais. On peut pas vraiment savoir quels sont les critères véritablement attendus. Mais ils sont On peut établis. On peut s'en douter, en fait. D'accord. On peut s'en douter par rapport au physique qu'affichent les athlètes dans telle catégorie ou telle catégorie, au visuel. D'accord. Je pense que par rapport au fait de se fier à ce visuel-là, on sait plus ou moins les points qui sont à bosser, à privilégier et à ne pas négliger tout simplement. D'accord. Et j'ai toujours fonctionné comme ça en fait. Quand tu regardes des photos d'athlètes, par exemple dans une catégorie qui est physique, tu te dis waouh, c'est quoi ces épaules et cette taille? C'est ce qui ressort plus. La forme en vrai par exemple. C'est ce qui est recherché sur les men's physiques, vraiment. Tu regardes tout ça, c'est un tout en fait. Que tu les regardes, tu les regardes de dos, tu les regardes de face, tu te dis tout ressort exactement comme tu penses que le physique parfait peut ressembler quand tu l'as développé au maximum de sa capacité en fait. C'est tout ressort enlevé en fait. D'accord. Une bonne épaule, une bonne taille et une bonne qualité, une bonne profondeur musculaire. Et tout ça affiché avec une bonne sèche sur scène, c'est ce qui fait que tu as un bon mix physique en fait. D'accord. Donc un équilibre, un bon physique, bien développé, symétrie. Ouais. Ça c'est super important. Proportionnalité, avoir un corps bien symétrique, une bonne proportionnalité et bien réparti en fonction des muscles qui sont développés à telle partie ou telle partie du corps. Il n'y a rien à négliger en fait. C'est une question de forger en fait, de forgeron, tout simplement. D'accord. Ouais, c'est vraiment le sculpteur, quoi. C'est vraiment sculpter le physique. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas du tout du milieu, quand on parle de sèche, une sèche, en fait, c'est tout simplement le taux de gras d'un athlète sur scène. La quantité de gras qu'il a, moins il en a, plus ça fait ressortir son physique, plus ça fait ressortir les muscles, et donc mieux il sera noté. Un athlète qui se ramènerait avec une couche de gras au-dessus des abdos sera forcément moins bien noté qu'une personne avec des abdos bien définis. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui ne seraient pas du tout du milieu. Donc quand on parle de sèche, c'est le taux de gras. Ouais, le taux de gras et le taux d'eau aussi. Oui, le taux d'eau, ouais, qui intervient aussi. Ça rentre en compte. Je pense que c'est une des choses qui est le plus difficile à virer. Les derniers jours de la compétition, pour afficher le physique vraiment parfait sur scène, c'est l'eau sous-cutanée. Ouais. Et c'est encore une méthode bien différente des autres méthodes pour pouvoir perdre du gras. Ouais. Et je pense que là aussi, il y a des recherches à faire et des connaissances à acquérir pour pouvoir vraiment bien maîtriser la chose. De toute façon, ça s'improvise pas, j'imagine, une première préparation. Du moins, si on n'a personne avec soi pour s'aider, elle sera forcément ratée, quasiment. Il y aura forcément des défauts. C'est quelque chose qui demande de l'expérience, j'imagine. Non, ça vient pas tout seul. On est exactement ça. Voilà. Mais je pense qu'il y en a qui tentent le coup, qui ne sont pas accompagnés, qui ne sont pas conseillés, etc. Ils tentent le coup pour une première, ils se disent je vais faire avec les moyens du bord, avec mes propres connaissances, je vais faire deux, trois recherches sur internet et on verra si ça passe ou si ça casse. Ça se voit sur scène de toute façon. Ouais, bien sûr. Parce que d'autres qui ont un coach personnel et qui ont eux-mêmes des connaissances en diététique et en entraînement, en nutrition, etc., tu le vois qu'eux-mêmes ils ont une expérience qu'ils ont acquis à leur tour en faisant des compétitions et qui nous transmettent à nous en fait. Ouais. Et c'est ça qui a fait que pour ma première compétition, je pense que j'ai affiché vraiment un beau physique et je sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais j'ai suivi à la lettre tout ce qu'ils m'ont dit de suivre. Ouais, c'est ça. T'as été accompagné, tu t'es pas lancé tout seul à tête baissée. Ah non. Je me disais, si je suis pas accompagné, je me sentirais pas tout seul d'afficher un physique qui pouvait me faire mettre ridicule devant les autres. Déjà que j'avais pas vraiment confiance en moi. C'est vrai qu'il doit y avoir une vraie pression, surtout sur la première compétition. Jamais être montré, jamais avoir vu d'autres athlètes comme ça sur l'estrade. Ouais. On doit se dire, putain, est-ce que je vais paraître ridicule? C'est sûr que ça doit être une grosse pression. C'est ce que je me disais toutes les minutes quand je suis arrivé sur place. Ouais, forcément. Quand tu voyais les gars avec des suites bien tannés et tout ça, tu te dis qu'est-ce qu'ils affichent en dessous. Et quand c'est le moment de la pesée et de la toise, c'est des étapes aussi avant de monter sur scène où ils nous mesurent et prennent notre poids pour différencier. Ça, on y reviendra sur une partie juste après. C'est des intercatégories, une catégorie. Ouais. On en parlera sur une partie déroulement de la compétition. Juste avant, j'aimerais qu'on attaque une grosse partie de cette vidéo. C'est la préparation d'une compétition. Comment ça se passe? Je pense que les gens se rendent pas bien compte en fait du travail que c'est. Parce que déjà, il y a les années de musculation qu'il faut avoir avant
pour le développement musculaire, mais en plus il y a la préparation de la compétition, et ça c'est un travail de fou furieux qui peut durer très longtemps en plus suivant les compétitions auxquelles on veut prétendre. Et je pense que les gens ne se rendent pas bien compte de ça, donc j'aimerais un petit peu que tu nous parles comment se passe la préparation d'une compétition. Déjà, à quel moment tu t'es dit je vais faire une compétition, et qu'est-ce que tu as fait ensuite pour la préparer? Voilà. On va dire que déjà, je pense que quand tu te rends compte que tu veux préparer une compétition, il faut pas s'en rendre compte un mois avant. Ouais. Parce que c'est beaucoup trop tôt. C'est ce qui s'est passé pour la dernière compétition, mais comme je te l'ai dit, c'était plus pour du fun, pour monter sur scène qu'autre chose que pour faire du sérieux. Ouais. Je pense qu'il faut s'y prendre déjà de base, il faut se dire que tu vas faire telle compétition au moins 4 mois avant. Ouais. Donc si tu décides de faire une compétition 4 mois avant, tu te dis que les 4 prochains mois vont pas être très faciles pour toi en fait. Ouais. Vu qu'avec le temps, ton apport va réduire, donc forcément tu ressentiras encore plus de faim. Ouais. Ça va faire que les entraînements vont devenir de plus en plus durs, de plus en plus intenses, parce que ton taux de masse grasse dans le corps va descendre également petit à petit. Ouais. Tu auras moins de force aux entraînements, mais ce qui prendra le relais, ce sera ce qui se passe dans ta tête. Ouais, c'est sûr. C'est un aspect de la musculation qu'il faut surtout pas négliger, le mental, mais vraiment. Ouais. La psychologie. Tu réussis à aller jusqu'au bout, jusqu'au jour J, si tu réussis vraiment à rester focus et à ne pas te déconcentrer, à faire tout ce qu'il faut pour mettre toutes les chances de ton côté, faire de ton mieux et ne rien regretter le jour J, je pense que c'est tout ce qui se passe dans ta tête. Ouais. Par exemple, quand tu es en pleine période de sèche, on va dire pendant ces 4 mois-là, on va dire que tu en es au 3e mois. Donc je pense que ta faim est vraiment poussée. Si tu vois par exemple une madeleine traîner sur une table et que ça ne rentre pas en compte dans ton programme de diète, je pense que tu dois te dire si je la mange, je sais que je vais pas ruiner complètement ma préparation, mais je pense que si je fais ça un jour, si je fais ça le 10e jour, si je fais ça le 30e jour, etc., au fil du temps, ce sera des petits détails qui feront que tu auras négligé ta préparation de A à Z. Personnellement, pour une compétition, j'ai jamais fait aucun écart sur le laps de temps que je me suis laissé pour me préparer. D'accord. Jamais. Et je pense que ce qui a fait que j'affichais un physique comme je voulais vraiment l'afficher le jour J. J'ai vraiment été très strict avec moi-même, très dur. Et même quand j'étais très fatigué, j'avais pas vraiment envie d'aller m'entraîner parce que les entraînements deviennent de plus en plus réguliers aussi. Ouais. Parce que, en gros, à ton corps, je pense que tu dois le savoir, je vais faire en gros. Ton corps, tu le prives de l'alimentation, tu réduis un petit peu les apports caloriques, que ce soit au niveau des protéines, des lipides et des glucides. Et ton corps se dit, il mange moins, donc du coup, je vais maigrir, comme ça, au moins, j'aurai moins besoin de m'alimenter, de prendre en compte tous les apports caloriques qu'il prenait avant. Comme ça, moi, ce qu'il me donnera, ça me suffira. Ouais. Mais en fait, quand tu t'entraînes, tu dis à ton corps, attention, n'oublie pas, j'ai toujours besoin de ton muscle. Ouais, c'est ça. Donc en gros, je te fais perdre du poids, mais je veux que tu gardes le muscle que tu as en toi. Ce qui fait que tu es obligé de t'entraîner le plus régulièrement possible. Avec moins d'énergie. Avec moins d'énergie. Et avec le risque que le corps se dise. Des types d'entraînement accompagnés de cardio, c'est-à-dire de périodes d'entraînement qui nous font énormément suer, qui nous font perdre en calories. Et moi, personnellement, je faisais beaucoup de fractionnés. Ouais. Je sais pas si ça dit quelque chose de fractionné. Ouais, c'est le hit, le fractionné, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est du circuit un peu pour c'est l'entraînement monter très vite dans les tours. En fait. Ouais. Et c'est ce qui personnellement marche le mieux sur moi, parce qu'on a tous aussi nos façons de faire, quoi. Et pendant cette période de préparation, de déficit calorique, de sèche, on va dire que j'ai incorporé 2 entraînements cardio par jour. Un le matin, un jeun, histoire vraiment de puiser au maximum dans les graisses tout en alimentant comme il fallait directement après l'entraînement et pendant ce cardio-là pour pouvoir éviter le catabolisme au maximum. Et directement après ma 2e séance d'entraînement, le soir ou n'importe quand j'avais le temps en fait, quand je travaillais pas, directement après ma 2e séance d'entraînement qui là était mon renforcement musculaire. D'accord. Et ça, ce qu'il faut quand même noter dans tout ça, c'est que là on est en train de parler d'une compétition vraiment amateur. C'est les premières compétitions qu'on fait quand on est bodybuilder, et j'aimerais vraiment que les gens se rendent compte en fait que la personne elle est en train de dire qu'elle était capable de s'entraîner 2 à 3 fois par jour pendant 4 mois. Elle était capable de gérer une diète alors qu'elle est au plus bas niveau entre guillemets, enfin au plus bas niveau dans le culturisme. Mais en fait le culturisme, dès qu'on commence, c'est déjà en fait du sport entre guillemets de haut niveau. C'est ça qui est impressionnant, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un sport de passion, parce que si on n'aime pas ça, à la rigueur on va le faire une fois, mais on va pas retenter, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, et
Et Ça fait quand on se rend depuis que tu compte. perds toi, non? Ouais, C'est souvent cette période-là, hein. ouais, c'est incroyable quoi. Donc Donc, je pense que toute cette privation tu t'affiches pendant des mois, je pense que cette privation, au final tu te dis je regrette absolument rien de toute cette privation-là, le jour où tu es sur scène voilà. Et que t'es fier de ton travail quoi. et que tu es fier de toi, mais vraiment c'est une fierté, c'est un type de fierté que tu ressens qui te met tellement bien, qui te Ouais, fait je veux tellement bien le croire. profiter du moment présent en fait quand tu es sur scène. Tu te dis, bon, c'est bon. Ma première compétition, je me rappelle, je me disais, mais quand je vais être sur scène, je vais être bloqué, je vais être stressé vu que c'est ma première. Je vais avoir un manche à balai ou un truc du genre, tu vois. Ouais. En Et au non, final, en fait, non, parce que tu as tellement souffert, enfin souffert, on se comprend dans le mot souffrance, mais on a ouais. tellement chié en gros pour en arriver à afficher ce physique-là qu'une fois que tu es sur scène, tu te dis, j'ai pas souffert tant de temps que ça pour au final ne pas profiter aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça qui Donc, est. en fait, même si de nature t'es une personne stressée, je pense que le stress s'en va tout seul en fait, parce que c'est 5 minutes de tous ces mois-là qui font que tu peux être fier de toi et de tout ce que tu as accompli, quoi. Et ça d'ailleurs, ça se ressent vachement, moi. Enfin, quand on était en tant que public en train de regarder la scène et qu'on voyait tous ces gens-là, on savait que ces gens-là, ça faisait des mois qu'ils s'entraînaient et qu'ils se donnaient à fond pour juste ce moment-là, ce passage, ces 2-3 minutes de passage sur scène. Et franchement, ça se ressent, on voit que les gens se donnent à fond. Alors qu'en fait, tout le travail a été fait avant. Mais même au dernier moment, ils essayent de se mettre en valeur, ils essayent de profiter un maximum pour vraiment grappiller Ouais, c'est la ça. moindre minute de ces C'est moments-là. vraiment en fait. Ouais, C'est vraiment. c'est, Ça. c'est génial quoi. C'est génial Ouais. et c'est vrai que c'est vraiment un sport de passion. C'est pas un truc qu'on peut faire. Voilà, ça c'est le mot que j'aurais répété tout le temps, mais je suis pas compétiteur, je le serai peut-être certainement jamais. Mais en tant que spectateur, c'est quelque chose qui se ressent vraiment quoi. C'est quelque Je chose pense qui. pas que ça te viendra un jour, ça, cette passion-là. de Peut-être on compétition. verra, mais tu sais, c'est quelque chose qui demande. C'est quelque chose, voilà, vous l'avez vu, qui demande beaucoup de temps. Et Ouais. du temps, il faut en avoir. Ouais. Et pour l'instant, j'ai d'autres objectifs. Peut-être qu'un jour ça me viendra, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Déjà, je pense que le mieux, déjà, c'est que tu continues vraiment à développer ton physique à fond. Ouais, mais c'est sûr. C'est Mais bien parti déjà, c'est le top. ouais. Après, ça demande du temps, hein. Il faut beaucoup manger, il faut être hyper strict. Et Ouais. c'est pas toujours facile quand on a une vie d'étudiant, notamment. Bon, voilà, je suis étudiant Ouais. en médecine, ça me demande beaucoup de temps et Ouais. ça peut pas toujours s'accorder. Alors, il faut mieux. De toute façon, la musculation en soi, c'est déjà une passion. Les compétitions, ça viendra peut-être un jour, on verra. Ouais. Voilà. Mais merci. Peut-être un jour vous verrez sur cette chaîne, vous me verrez sur scène, on verra. Il va falloir attendre et être sage. Donc voilà, dans la préparation de la compétition, il y a la nutrition qui est vachement importante. On doit essayer de perdre du poids le plus possible tout en gardant son muscle et en Ouais, gardant une bonne qualité. Donc ça c'est hyper technique et hyper difficile à faire. Au niveau de l'entraînement, comme tu l'as dit, ça augmente parce qu'il faut augmenter l'intensité pour essayer aussi de grappiller quelques calories et de garder la forme et de toujours pousser le corps à perdre encore plus de poids et tout en conservant sa masse. Il y a l'aspect psychologique aussi, comme tu l'as dit, qui est hyper dur. Au niveau social, j'imagine aussi qu'on doit être vachement impacté. Alors au niveau social, Ouais, il y en a ouais, plus. c'est vraiment très particulier au niveau social parce que quand tu as l'habitude de recevoir tous les 4 matins des invitations à certains endroits où on va dire que la bouffe est très calorique Ouais, et que tu te ramènes avec ton tupperware coupé à 0 g près, déjà de base t'as peur de passer pour quelqu'un de bizarre. ouais, forcément. Sauf que une fois que t'es sur place, les gens te disent mais tu manges pas avec nous, enfin, mais si je mange avec vous, c'est juste que je mange comme ça parce que je peux pas manger comme vous, etc. Sauf que tu commences à leur expliquer que tu prépares une compétition. En fait, c'est tellement peu connu en fait le monde du fitness en France Ouais. et à la fois mal vu, tu vois. Que quand Les tu gens leur le dis prennent mal. compétition, mais de quoi, quelle compétition, tu leur dis bah, de fitness. Ouais, bah en fait, c'est genre, tu commences à leur expliquer grossièrement vite fait les attentes et le nécessaire pour pouvoir t'y préparer. Et ils commencent un petit peu à comprendre, mais ils restent toutefois dans le flou. Ouais. C'est pas comme si tu leur dis, ouais, je prépare une compétition de judo, par exemple. Où là, les gens, ils auraient des billes comme ça, ils se diraient, ouais, je viendrai te voir, quoi. Là, Et ils savent à quoi ça ressemble, hein, en gros, mais ils se demandent pourquoi afficher un tel physique et comment ça va se passer le jour J, en fait. Ils savent pas qu'il y a telle présentation à faire, tel physique à afficher, tel critère à respecter. C'est pas comme le foot, ils savent qu'il y a un coup franc, un penalty, un corner, 1-0, 2-0, 3-0, c'est simplissime, quoi. C'est pour ça que le monde du bodybuilding, je pense que c'est plus poussé de ce côté-là, parce que
c'est une préparation qui se fait, sur une journée, c'est une préparation qui se fait sur 24 heures en fait. Ouais. Tu dois respecter tous tes repas à longueur de journée, tu dois t'hydrater convenablement. Ça s'arrête jamais en fait, c'est pas quand tu sors de la salle c'est fini, ça s'arrête jamais quand tu te prépares. C'est ça même d'ailleurs quand tu te prépares pas et que tu essaies d'afficher un bon physique, mais quand t'es compétiteur ça devient encore plus oppressant j'imagine. Oui, c'est ça, au début c'est oppressant, mais après je pense que ça devient, comme je te l'ai dit, un style de vie qui fait que ça devient un automatisme et que tu prends du plaisir à faire quelque chose qui au final devient lambda pour toi. Ouais. Et je pense que c'est là que tu commences à prendre du plaisir parce que tu te dis je le fais pour moi, je le fais pour personne d'autre, je vois du progrès, je suis satisfait du progrès que je vois au fil du temps. Et si une personne ne le comprend pas, moi je le comprends parce que je sais ce que ça m'a apporté, je sais pourquoi j'ai commencé à le faire et je sais où j'en suis aujourd'hui. C'est surtout ça qu'il faut se dire, il faut jamais l'oublier, je pense. Tu vois. C'est pour soi avant tout, de toute façon. En plus là il n'y a pas d'équipe, c'est un sport individuel, il n'y a pas de club, avec un entraîneur, une équipe, tout ça. C'est juste toi, tu t'inscris à la salle. Si tu veux, tu vas te prendre un coach, mais tout se fait tout seul dans ce sport-là. C'est ça aussi qui est incroyable. C'est que des clubs de musculation, comme existerait un club de foot, ça n'existe pas. C'est des salles, à la rigueur des associations où les gens se connaissent plus ou moins. Mais c'est drôle à voir d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et t'es lancé tout seul là-dedans, et si tu veux te préparer, c'est tout seul, c'est à toi d'aller chercher les gens. J'imagine ton coach, il est peut-être pas venu tout seul te proposer, ou peut-être après que vous connaissiez, mais dans la plupart des cas, c'est à toi d'aller chercher ton coach et tout ça. Enfin, tout doit se faire tout seul, et c'est ça aussi qui est hyper intense, je pense, dans cette passion-là, c'est que c'est un vrai chemin que tu te traces toi tout seul, une vraie voie, un vrai projet, quoi. C'est plus un sport solitaire, ça c'est sûr et certain. De toute façon, dans tous les reportages de musculation qu'on peut regarder, les personnes elles sont vues comme des personnes associables au fil du temps, etc. Après, on manque beaucoup les aspects négatifs du milieu. Mais il y a aussi énormément d'aspects positifs. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup m'entraîner avec un partenaire maintenant. C'est une fois que les charges commencent à devenir un petit peu lourdes que c'est bien d'avoir quelqu'un avec toi pour t'assurer, et pour t'aider, pour te motiver, et pour te tirer vers le haut, quoi, tu vois. Et puis il faut de la confiance pour ça, donc faut avoir des vrais liens avec les personnes pour se faire assurer sur un squat ou peut-être pas un soulevé de terre mais un développé couché. Il y a quand même des risques et tout ça, et c'est sûr qu'il faut avoir confiance pour se faire assurer, et ça peut faire des belles histoires, c'est sûr. Ça apporte surtout de la rage, quoi, et de l'envie de se dépasser encore plus sur le moment quand tu t'entraînes. Que quand tu t'entraînes tout seul. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on va dire que le développement musculaire et le rendu visuel dont tu as tes attentes au fil du temps, je pense que c'est 20% de musculation et le reste du temps, tout se fait dans tout ce que tu apportes à ton corps pour pouvoir se construire encore mieux. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut travailler, mais il faut aussi apporter ce qu'il faut au corps pour que derrière il puisse réagir. C'est ça le truc, c'est que au bout d'un moment, il n'y a aucun aspect de la musculation que tu peux vraiment te permettre de négliger. Si tu veux progresser, c'est déjà tellement difficile, tu peux pas te mettre des bâtons dans les roues, quoi. Je peux pas te mettre à la rue au niveau alimentaire. Le petit biceps qui apparaît sur la vidéo. Bon, du coup, peut-être avant-dernière partie, du coup maintenant le déroulement d'une compétition, comment ça se passe, peut-être les jours juste avant, comment ça se déroule en fait, dans les coulisses, comment ça se passe en tant que compétiteur en fait, voilà. On peut savoir un peu du buzz. Les jours avant déjà, forcément le stress monte de plus en plus en fonction du physique que tu vois dans le miroir. Et tu peux plus ou moins être satisfait en fonction des connaissances que tu as par rapport aux attentes qui sont bien présentes sur les personnes qui vont te juger le jour J. Et il y a ça aussi qui rentre en compte, et c'est un truc de malade, le fait de stresser. On connaît tous cette hormone qu'est le cortisol. Et tu sécrètes quand tu commences à stresser, et qui, selon les personnes, crée de la rétention d'eau, ce que tu es censé éviter et censé supprimer les jours avant la compétition. Donc ça aussi, ça rentre en compte. Donc tu stresses de stresser, quoi. Le fait de stresser, ça rentre en compte. Moi, personnellement, je suis vraiment pas du tout réceptif à ça. Ça change absolument rien que je stresse, que je stresse pas. Donc je sais pas pourquoi, mais j'ai de la chance. T'es peut-être déjà tellement stressé à la base qu'au final, ton corps, il réagit plus, quoi. T'as un sommet, tu peux pas le monter, quoi. C'est ça, genre t'es tellement en mode crâne sur les vertèbres, pose sur les os que tu réfléchis plus trop, tu sais ce que t'as à faire et tu le fais, c'est tout. Juste jour J, tout simplement. D'accord. Moi personnellement, je sais que
je ressens pas trop à grand chose quand je suis sec, en mode 6%, 5%. Pour le visage, on me reconnaît pas, on me dit qu'est-ce que t'es malade, Max? Et jusqu'au moment où tu enlèves le t-shirt, ils font ah non, t'es pas malade en fait. Ah non, t'es carrément pas malade. C'est ça qui est fou. Ouais, Et c'est ça qui est bien aussi, justement. Donc, alors, tout ça pour dire que le déroulement dans une compétition, il y a ça. Les jours avant, le stress qui monte et que forcément, encore la diète est respectée jusqu'au moment où tu vas pour monter sur scène. Parce que tu fasses, en fait, personnellement, moi, ça marche. Je fais une décharge et une recharge. Je sais pas si ça te dit quelque chose. si. Ça se passe en alimentation. Ouais. Tu diminues les glucides et au dernier moment, tu rebondis, quoi. Tu diminues les glucides, tu vas pour. En fait, tu ajustes tout en fonction du physique que tu affiches au jour le jour. Ouais. Ça évolue. Ta diète évolue avec ton physique surtout sur les derniers jours, j'imagine. Bon, il y a tout qui change en fait. Et c'est pour ça que même le fait d'avoir un coach, c'est lui qui t'évalue en fonction du rendu que tu dégages en fait. Et c'est lui qui va te dire tu devrais manger tant, tu devrais plus manger pour pouvoir vider ton muscle en glycogène afin de pouvoir mieux le recharger. Quand tu commenceras à entamer ta recharge, et si c'est nécessaire, faire un rebond glucidique pour le jour d'après. Parce que moi personnellement, j'ai fait un rebond le jour avant ma dernière compétition, j'ai mangé une pizza. Ah ouais, le bon gros rebond, quoi. Une pizza le soir avant la compétition. Oh, Ce qui fait qu'en fait, ça apporte à ton muscle tout le glycogène qui est nécessaire pour pouvoir s'en remplir à nouveau. En fait, ton corps il n'a pas le temps de stocker du gras en même pas 24 heures. C'est juste que c'est ton muscle qui s'alimente, qui aspire tout ça, en fait, toute cette énergie. Et il y a cette décharge, cette recharge, il y a aussi cette balance qui fait que tu vas plus ou moins gérer le taux d'eau que tu as sous-cutané. C'est une balance sodium-potassium. Ouais. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Après, c'est des mécanismes qui sont quand même hyper complexes et qu'il faut maîtriser un minimum pour pas prendre de risques. Ouais. Donc ça, c'est un des aspects du bodybuilding qui est les plus intéressants. C'est vraiment gérer la micronutrition de son corps. Mais attention, pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, il faut quand même s'y connaître un minimum. On n'essaye pas de... bien encadrer, ouais. Je conseille vraiment une personne qui veut tenter ce genre de choses de bien encadrer, quoi. Parce que ça se fait pas à la légère et ça peut vraiment... Ça a beau être des mécanismes de nutrition, c'est pas pour autant que c'est sans danger. C'est de la nutrition, mais ça influe sur son corps. Et à ce niveau-là, ça peut vraiment être dangereux et causer certains problèmes chez certains athlètes. Donc ça, c'est quelque chose qui doit se maîtriser avant de se lancer. Mais ouais, après, je connais pas dans les détails comment ça fonctionne parce que pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Mais l'objectif, c'est vraiment de virer de l'eau le plus possible. En fait, de toute façon, tous les mécanismes d'eau au niveau du corps fonctionnent avec les échanges de sel, tout ça, le sodium, le potassium. Bon, il y a tout un système de canaux en fait qui se passe au niveau du corps, au niveau des reins notamment, qui va permettre en fait d'éliminer de l'eau ou pas, de s'hydrater ou de se déshydrater. Il y a l'hydratation intracellulaire et extracellulaire. Ça, c'est des mécanismes assez complexes quand même. Ça, c'est sûr. Et c'est difficile à gérer le moment où tu dois commencer à entamer cette balance en fait. Voilà. Parce que le fait de pas avoir l'habitude de saler tes plats, moi je déteste saler tous mes plats. Donc saler tous tes plats pendant un certain laps de temps, un certain laps de jours et couper direct le sel après. Ouais. Ensuite, boire jusqu'à 7 litres, 8 litres d'eau par jour pour pouvoir remplir ton corps d'eau accompagné du sel, parce que le sel retient l'eau, tu le sais. Ouais. Et du jour au lendemain, passer de 8 litres à 1 litre et réduire 500 ml, 100 ml jusqu'au jour J, le jour où tu bois absolument plus rien. Pour virer tout le reste de flotte. Ouais, voilà, en fait, tu n'as même plus envie d'aller aux toilettes, tu vas plus uriner ni rien du tout, c'est tout simplement que ton corps s'est vidé en eau au maximum, mais c'est vrai que ça commence à devenir dangereux si tu le gères mal au niveau des reins. Ouais. Donc là, faut quand même se rendre compte que sur ces compétitions, même à un niveau amateur, les athlètes vont jusqu'à se déshydrater quasiment complètement, un peu comme les boxeurs d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très connu chez les boxeurs, hein, surtout au dernier moment, qui doivent perdre beaucoup de flotte pour entrer dans leur catégorie. Ouais. Donc c'est un très haut niveau, ça demande énormément de connaissances. Et donc c'est quand même impressionnant quand on sait tous ces calculs, tous ces micro-calculs qui sont au niveau de la nutrition, au niveau de l'hydratation et de l'entraînement, pour arriver à un physique le plus au top, et même à un niveau qui est au niveau des compétitions et juste un niveau amateur, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Donc donc même le jour de la compétition, il faut... même après, tu vois. Ouais. Donc même le jour de la compétition, vous avez la tête limite dans les calculs, enfin du moins le coach, si t'en as un, pour essayer d'afficher son physique à l'heure près, quoi. Ouais, c'est ça.
C'est un ajustement du corps, j'ai envie de dire, le jour J, toutes les 10 minutes, toutes les 2 minutes, quoi, même Ouais. pas. C'est ça qui est fou. Ouais. Tu apportes à ton corps ce dont il a besoin pour pouvoir être, comment dire, pour être acceptable et pouvoir rentrer dans les critères qui sont attendus selon dans la catégorie dans laquelle tu concours. Ouais. C'est ça qui est fou en fait. Parce que tu peux pas avoir le même physique avant de monter sur scène et quand tu es sur scène. Parce qu'avant de monter sur scène, il y a aussi un échauffement musculaire Ouais. qui permet de gorger tes muscles de sang pour pouvoir les remplir et pour pouvoir les faire paraître plus ronds et de meilleure qualité, plus plein quand tu seras sur scène sous les projecteurs. Ouais. Et ressentir plus plein avec le tan aussi que tu auras appliqué sur ta peau. Ouais, non, ça c'est encore deux autres aspects qui se passent lors de la compétition. Donc il y a le fait de congestionner avant de pumper, avant de monter sur scène pour faire ressortir les muscles. Donc ça c'est l'effet de congestion que tout le monde connaît et ça c'est quelque chose qui se fait aussi juste avant de monter sur scène. Donc ce qui peut être très dur quand il y a plusieurs passages dans la journée. Imaginez avec en ayant quasiment rien bouffé de la journée ou à peine et en ayant bu très peu d'eau, essayer de pumper sur toute la journée, ça doit être quelque chose d'hyper complexe. Et puis ouais, après il y a le tanning aussi, et quelque chose qui en plus en envoie beaucoup au fond du classement. Les défauts de tanning, ça on entend assez souvent, même au plus haut niveau, même à l'Olympia, il y en a qui se font déglinguer à cause du tanning. Donc le tanning c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Alors le tanning en gros c'est le fait d'appliquer une couche qui va bronzer ta peau, qui pourra par la suite permettre à ton muscle de ressortir davantage sous les projecteurs sur scène. C'est une couche que tu appliques sur la peau comme un auto-bronzant en fait. Ouais. Et je pense que ça a toujours été comme ça de toute façon. Et c'est ce qui permet d'afficher ton meilleur physique en fonction de ton taux de sèche que tu auras extirpé de ton corps, on va dire. Et en fait, ça se passe comme si tu mettais une sous-couche le soir avant la compétition. Ouais. Une genre de sous-couche. Ensuite, c'est un ajustement, c'est pareil encore, c'est un ajustement en fonction de comment tu rends visuellement. Ensuite, le jour J, le matin, quand tu te lèves, si jamais tu as besoin de repasser une sous-couche, tu la repasses. Et ensuite, une fois que tu as passé ces sous-couches-là, tu passes à la véritable couche qui permettra de dévoiler vraiment ton physique en fait sur scène. Parce que dans cette couche-là, il y a des micro-granules qui font que tu vas briller, il y a des tannes qui sont plus ou moins mates, qui sont plus ou moins huileux, qui sont plus ou moins brillants, et tu as des tannes qui sont respectables, en fait, qui sont, comment dire, autorisables, et d'autres qui ne sont pas autorisables selon les fédérations, ça aussi. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs que sur la compétition que j'étais allé voir où tu y étais, il y avait une personne qui avait été embêtée justement pour un tan qu'elle avait appliqué, alors je sais plus qu'est-ce que c'était, mais qui justement n'était pas autorisé sur cette compétition là. Donc là encore, il peut y avoir des erreurs de ça peut être éliminatoire. Ouais, et sur des détails comme ça, c'est ça qui est incroyable quoi. Donc, en fait, tu peux tricher en fait, parce qu'il y a des tannes et tu peux aussi mettre du spray un petit peu huileux qui va faire briller certaines zones de ton corps. Par exemple, pour les hommes, l'avantage ce serait de mettre des sprays au niveau des pecs, au niveau des abdos et au niveau des épaules. Ce qui fera ressortir, ce qui fera refléter encore plus la lumière, ce qui pourra par la suite visuellement permettre de plus donner l'impression d'être plus volumineux, d'être plus massif et de ressortir du haut quoi. Ouais. Et ça, c'est pas autorisable selon certaines compétitions aussi, c'est encore pareil. D'accord. Ok, donc là c'est tout encore la préparation de la compétition le jour J. Et maintenant la compétition, comment elle se déroule en tant que telle? J'imagine qu'il y a une pesée. Est-ce qu'il y a une pesée la veille déjà? Alors j'imagine que ça dépend des compétitions. Je crois qu'il y a des compétitions. Ça dépend des compétitions. Il y en a qui font des pesées le matin, la veille. Il y en a qui font des pesées le jour d'avant. Ouais. Et en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a une pesée. Donc la toise et la pesée, ce qui permet de différencier en fonction des catégories et pour faire des sous-catégories pour partager au mieux les personnes et est-ce que le jugement se fasse de façon le plus équitable possible. On va dire que je me rappelle le jour J quand je suis venu, c'était 2-3 heures avant de monter sur scène, la pesée et la toise. Et en fait, il y avait plus ou moins 1m75 entre les catégories. Si tu faisais plus d'1m75, c'était réparti dans la catégorie 2 des maths physiques, et si tu faisais moins d'1m75, c'était réparti dans la catégorie numéro 1. D'accord. Et moi, je fais 1m79, presque 1m80, donc c'est bizarre parce que, comment dire, il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est qui est fou en fait, c'est que tu vires tellement l'eau de ton corps, je sais pas, ça va te paraître aberrant ce que je vais te dire, tu rétrécis de taille. Ouais, mais les disques intervertébraux qui sont composés d'eau, pour permettre un peu d'avoir une compression en fait, d'être compressé. Et c'est vrai que quand on est déshydraté, on perd en taille. Et ça d'ailleurs c'est un phénomène connu même au niveau de la médecine. On sait qu'il faut toujours se mesurer le matin.
Parce que le soir, on aura perdu de la flotte, on sera déshydraté, et puis en plus, à force d'être écrasé, les disques auront diminué, et donc on sera plus petit. Et alors, à ce niveau-là de sèche en compétition, la différence doit être impressionnante. Donc là, tu étais à 79, et tu étais à combien d'habitude? Alors, habituellement, habituellement, je suis à 79,80. Ouais. Et là, j'étais à 76. À 76? Oui. T'as perdu 3 cm. Donc, ils hésitaient à me passer entre moins d'1m75 et plus d'1m75. Ah, c'est abusé. Ah, c'est J'étais dingue. choqué par contre. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais avec mes proches, et ils étaient en face de moi. Et enfin voilà, quoi, d'habitude, j'étais toujours plus grand que tout le monde pratiquement. Et genre là, le fait que le gars il dit alors je mesure 1m76. Je regarde de travers, je lui dis non, c'est pas vrai, vous foutez de moi là. Putain, C'était pas possible. Ah, c'est J'avais perdu dingue. 3 cm à cause de cette déshydratation quoi. Ouais. C'est pour ça que les bodybuilders sont pas grands. Ouais, ouais, je pense. À force de sécher toute leur vie et de faire du squat, ils Ouais, perdent les des fessiers centimètres. s'y grandissent, les fessiers s'y grandissent. Ouais, mais je sais pas, c'est fou quand même, comme tout rentre en compte. Quoi. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. D'accord, donc t'as la pesée, t'as la toise. Et ensuite, au niveau des passages, comment ça se déroule en fait, une compétition? Alors, Toi en tant que men's physique par exemple. comment? Toi en tant que men's physique, comment se déroule une compétition? Alors, on est tous réunis derrière la scène, on est tous là avec nos coachs en train de s'échauffer, on est tous là à avoir apporté notre matériel et aussi nos petits trucs sucrés en plus pour permettre de recharger petit à petit jusqu'au moment où ils vont nous appeler pour monter sur scène. Ouais. Et ça aussi, c'est à ajuster, il faut aussi s'apporter alimentairement un taux de sucre assez suffisant pour pouvoir ne pas paraître trop plat sur scène jusqu'au moment où ils te disent de commencer à t'échauffer et jusqu'au moment où ils te disent bon c'est bon arrêtez de vous échauffer, maintenant c'est votre tour, le passage va se faire et qu'ils te mettent en ligne selon le numéro qu'ils t'ont donné. Ouais. Et c'est vrai que tu commences vraiment à stresser, tu te dis oh putain comment ça va se passer sur scène et tout. Est-ce qu'ils vont apprécier ma shape, mon posing, ma présentation, ma prestation, est-ce que je vais avoir du charisme, de la prestance, etc. Et en fait, derrière sur scène, on est tous là à s'échauffer. Et il y a une bonne entente, c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est ça qui m'a surpris, c'est que le fait qu'il y ait une bonne entente, que j'ai fait enfin, mes plus belles rencontres en post-scène, quoi. Ouais, d'accord. J'aurais pas pensé, je pensais qu'il y aurait eu un état d'esprit très compétitif au point de pouvoir limite ne pas se regarder, avoir des regards haineux ou quoi que ce soit, mais même pas, c'était familier. Et je pense que ça, il n'y a que les personnes qui savent tout ce qu'il a fallu donner, tout ce qu'il a fallu endurer pour en arriver là. Ouais. Vous comprenez quoi, entre compétiteurs il y a quand même une compréhension. Il y a un feeling qui s'instaure et c'est agréable de voir qu'on en est arrivé au même point, le même jour, et qu'on sait que ce jour-là, ça va être le moment où le lendemain on va pouvoir manger tout ce qu'on voudra. Ouais, c'est sûr que ça tu dois l'avoir toujours en fond de tête. Qu'est-ce que je vais bouffer quoi. Ouais, c'est ça. Mais t'inquiète que le rechargement dans les sacs des courses, il est fait bien avant de monter sur scène. J'imagine. Ouais. Dès la descente de scène. Tu dois avoir le frigo en focus à la fin de la compète. C'est pas pour un seul coup, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ok. Bon, sinon, sur scène, quand tu commences à monter sur scène, que tu commences à marcher sur les planches et que tu vois qu'il y a tout le monde à gauche, tout le monde à droite, tu te dis qu'est-ce que je fous là? Enfin, c'est ce que je me suis dit moi personnellement, mais regarde-les, quoi. Ils sont tous écorchés, ils sont tous là, ils sont énormes et tout. Le problème c'est qu'on se voit pas nous-mêmes en fait, comme les autres nous. T'as pas de recul, t'as pas de miroir devant pour te renvoyer. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on pourra jamais avoir le même regard que les gens ont par un regard extérieur. Ouais. Comme quand par exemple on voit pas des personnes pendant 5 mois, que tu as fait une prise de masse, ce qui est mon cas, qui me disent oh mais t'es devenu énorme là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je me rends pas compte parce que forcément je vois tous les gens au miroir. Ouais, je comprends. Et là du coup sur scène, en fait, tout ce que tu as en tête c'est faire de ton mieux quoi. Ouais, j'imagine. Parce que c'est aussi un contrôle de respiration. Le stress, tu te rends compte, c'est la respiration, tu te rends compte, et tout se voit sur scène, que tu parais stressé ou détendu. Ouais, parce que dans le public, toi tu as que ça, tu as des spots sur des types et tu vois direct, tu compares quoi. Et c'est vrai que même quand on n'y connaît rien, on se prend vite au jeu d'essayer de trouver qui c'est qui va gagner, qui c'est qui a le meilleur physique, même quand on n'y connaît rien. Franchement, pour ça aussi c'est sympa d'aller voir une compète parce qu'au final tu passes un bon moment et tu joues à essayer de trouver qui c'est qui va gagner, qui a un petit défaut, qui c'est qui pose moins bien, c'est vrai que c'est sympa. Et du coup vous avez un premier passage sur scène, vous êtes tous là. Il me semble que vous êtes passé 2 fois, moi sur la compétition j'étais allé voir, alors ça change peut-être d'une compétition à une autre. Comment ça se déroule? On est passé 2 fois parce que déjà c'était les 2 sous-catégories qui passaient. Ouais.
il y avait 8 personnes et 9 personnes qui sont passées, si je me souviens bien. C'est d'abord une première vague de 8 personnes, de 8 minces physiques, les moins d'1m75, et ensuite les plus d'1m75, ils étaient 9, pareil. Ouais, il me semble. Ensuite, ils font des tiroirs, c'est-à-dire qu'ils appellent tel numéro, tel numéro, tel numéro, et pour les mettre en avant de scène, pour les comparer, pour qu'ils soient plus proches et pour voir un petit peu mieux à quoi ils ressemblent. Ils nous disent de faire telle pose, telle pose, telle pose. Donc généralement, c'est une pose de face, un quart de tour vers la droite, la pose de dos, un autre quart de tour vers la gauche, enfin vers la droite, ce qui permettrait de faire un profil de gauche quand tu es de face, et ensuite revenir de pleine face. Et ensuite, ils nous imposent des poses que eux ont envie de voir par rapport à telle qualité musculaire qu'ils ont envie de voir sur telle pose en fait. D'accord. Et ils nous appellent, ils font des comparaisons, ils nous appellent, ils font des comparaisons. Et ils font ça pour les deux catégories. Qu'ils appellent à peu près 3 personnes à chaque fois, je pense 3 ou 4 personnes. Ouais, il me semble. Et, par groupe de 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Ce qu'ils appellent des tiroirs en fait, parce qu'ils nous font coulisser devant, ils nous font reculer, coulisser, reculer. Et il y a aussi le moment où, une fois que les deux sous-catégories sont passées, où on est tous sur scène, et là c'est là qu'il faut se battre vraiment, parce que pas tout le monde rentre en compte et pas tout le monde arrive à bien se faire voir visuellement, et il faut savoir s'imposer, on va dire. Tu vois. Ouais, parce que ça fait beaucoup de monde sur scène quand il y a les men's physiques qui se ramènent. Ouais. C'est la catégorie où il y a vraiment le plus de monde, et j'imagine que pour se démarquer ça doit être très dur, parce que il y a vraiment de tout le monde n'est pas positionné de la même façon sur scène. Et c'est une place astucieuse, on va dire, tu vois. Ouais, c'est sûr. Faut essayer de se mettre au milieu, essayer de, quand ils disent allez, venez poser, aller vite vers l'avant et être le plus devant sur la scène pour pouvoir avoir plus de chances de te faire remarquer. Tout en gardant la prestance, le posing, la contraction. C'est sûr que quand ils disent venez devant, tu vas pas pousser les gens et aller devant, quoi. Ouais, c'est ça qui est prestance, quoi, tu vois. C'est un tout qui fait qu'au final, tu vas être jugé sur ton comportement, ta présentation. Et ce que tu affiches, quoi. D'accord. Ce que tu dégages aussi, tu vois. Ok. C'est un tout en fait. Ouais. Et le sourire, la façon de bouger, c'est ça qui est impressionnant. Et par contre, contrairement à la catégorie bodybuilding, par exemple, vous n'avez pas de posing libre. Donc ça, c'est une grosse différence qu'il y a entre ces catégories-là. Et bon, c'est un petit peu dommage parce que franchement, le posing libre, c'est un passage où en fait chaque compétiteur passe seul et montre son physique de la façon qu'il le voudrait et à son avantage sur une musique, et c'est hyper impressionnant. C'est hyper. Ça dépend des compétitions, t'as des compétitions où te font défiler 1 à 1 en fait. D'accord. Et là, au fond, t'as du posing libre. Mais là, t'en as vu oui. On a vu des volcans du posing libre. Il y en a vu, mais pour les body, pas pour vous. Si, c'est pour les maths physiques, je t'assure. Ah ouais, je m'en souviens pas, tu vois. Ah, je m'en souviens bien, moi, quand je passais tout seul sur scène. D'accord. Ah, mais je m'en souvenais pas, tu vois. C'est vrai qu'on l'a pas filmé à ce moment-là, et c'est génial ce passage, ce moment-là où les gens ils viennent et ils se donnent. Ouais, j'imagine. Mais dans le public, ça devient un vrai spectacle, quoi. Ça devient un vrai show. Avec la musique, c'est trop bien. Et puis c'est génial, je trouve, pour les compétiteurs qui puissent se mettre en avant de la façon dont ils le voudraient, avec la musique qu'ils le veulent. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Et ça, je trouve, ça fait partie de l'âme du bodybuilding. Et c'est vraiment génial de voir ça sur les compétitions, et ça demande à être vu. C'est pour ça, encore une fois, allez voir les compétitions au moins une fois si vous êtes un petit peu attiré par ce sport-là, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Ouais. Je regarderai la vidéo que vous aviez sortie. Ça... Ouais, je te passerai le lien, il n'y a pas de souci. Et pour vous, les spectateurs, si vous les voulez, je veux pas mal de vues, je veux pas mal de partages. On va dire 5000 vues, puis je vous lâche le lien. Ouais, ça va, ok. On fait comme ça. On va de les faire venir le plus possible, t'inquiète. Voilà, faut faire décoller la chaîne un petit peu. Ouais, ça serait bien. Et bien, écoute, donc du coup, on n'a pas fini encore pour le déroulement de la compétition, donc après il faut s'imaginer que sur la journée, il y a toutes les catégories qui vont passer, avec les femmes, les hommes, les différentes catégories d'âge. Il y a aussi des... Ouais. Alors ça peut être un peu long au bout d'un moment, et j'imagine encore plus pour les compétiteurs qui attendent entre chaque catégorie. Je regardais, t'avais un petit peu bugué. Et donc ça fait vraiment beaucoup de passages, beaucoup de catégories, c'est super long, et donc souvent après les finales se font en fin de journée. Donc là il me semble qu'ils vous font revenir, et c'est là où ils vous attribuent les places. C'était très long d'ailleurs. Ouais, ça vous fait. Je me souviens, parce que les men's physiques, c'est une des catégories avec les bikinis qui passent les plus tard dans la journée. Donc déjà le fait d'être déshydraté, le fait de ne pas manger beaucoup, et le fait d'attendre, et le fait de laisser le stress monter petit à petit sans savoir comment ça va se passer et si on va pouvoir bien se débrouiller et bien faire le taf, quoi.
On est là à attendre avec les jambes en l'air, tranquille, pour favoriser le retour sanguin. Ouais, c'est ça, faut regarder un petit peu de volume. Surtout Ouais. les notifications, forcément. Ouais. Et c'était très long, j'ai attendu. Heureusement, j'étais bien entouré, bien accompagné, mais Ouais, c'est stress maintenant. ça c'est vrai que c'est important, je pense, de pas y aller seul. Et du coup, après, donc il y a les remises de prix sur les catégories. Et il y a aussi après tout ce qui est. Comment on appelle ça? Les toutes catégories. Les personnes qui sont évaluées. L'overall, ouais. Voilà, l'overall. Donc, ça, est-ce que tu Ouais. peux expliquer un petit peu ce que c'est et à quoi ça sert, surtout pour les compétiteurs après? En fait, l'overall. Dans la catégorie, il y avait les men's physiques junior et les men's physiques senior. Ouais, Ce qui fait qu'une fois qu'on a trouvé le gagnant les gagnants, en fait, on va dire le top 3 des men's physiques junior et le top 3 des men's physiques senior, une fois qu'on a ces 6-là, on les regroupe dans une seule catégorie pour pouvoir choisir vraiment celui qui affiche le meilleur physique, en fait. ouais. Et c'est là qu'on parle d'overall, en fait. Le gagnant de toute catégorie. C'est pas le gagnant de toute catégorie en mélangeant les men's physiques, les body, les classiques, etc. Oui, parce que ça serait impossible à juger ça. Ouais, voilà. Tu vois, c'est les classiques entre classiques, les body entre body, les men's physiques entre men's physiques. Et en fait, c'est entre sous-catégories, tu vois, Ouais. de titres de catégories communes. Et en fait, cet overall-là, c'est sur cet overall-là que j'avais fini deuxième aussi. Ouais, je m'en souvenais pas, ça, tu vois. D'accord. Et du coup, ils avaient mélangé. Déjà de base, il n'y avait pas assez de participants en men's physique junior. Ouais, Et moi, j'étais considéré encore comme un men's physique junior à l'époque, d'accord. qui n'est plus le cas, et c'était dommage. Et du coup, il y avait plus de seniors. Donc les seniors, autant te dire que quand je les voyais, Ouais, ils je me avaient un disais, niveau. ouais, ils ont beaucoup plus d'années d'expérience que moi, ils sont plus grands, plus âgés. Ouais, je me souviens de celui qui avait gagné d'ailleurs, qui était super grand et Ouais. vraiment impressionnant. Et je pense qu'il Voilà, doit c'est être un ça, peu plus âgé que au toi. niveau de l'âge, au niveau des tailles, ils confondent tout le monde en fait en fonction des classements qu'ils ont eu chacun indépendamment dans leur catégorie, quoi. Hmm. Tu vois. Et c'est là que j'avais fini deuxième du coup. Et j'avais encore stressé. Et au final, T'as été récompensé. dévalorisé, mais en fait, il en ressort ce qui doit en ressortir, telle la réalité des choses, quoi. Ouais. Je suis content d'avoir fini deuxième. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, Ah, du, voilà. coup, du coup, souvent, en fait, les overalls permettent d'avoir des sélections plus intéressantes pour la suite des compétitions. Voilà. Donc, c'est vrai que souvent, c'est recherché. Et je sais que pour ceux qui essayent là aussi d'avoir les cartes pro, c'est hyper important, les overalls. Donc, d'ailleurs, une petite digression, en culturisme, il y a un item qui, justement, permet d'ouvrir à beaucoup de compétitions. C'est la carte pro. C'est ce que beaucoup d'athlètes cherchent. Il y en a très peu qui l'ont. Ouais. Même si ça s'ouvre un peu plus. En France, ils doivent pas être nombreux ceux qui l'ont. Non. Même en men's physique, ils doivent être très peu nombreux. Il y a Thierry, il y a Maxime Parisi. Enfin, il doit y en avoir quelques-uns, mais ils doivent se compter sur les doigts. Et j'en connais pas mal aussi qui l'ont effleuré de très peu, quoi, la carte Ouais. pro. C'est ça. C'est super difficile à acquérir, en fait. Ouais. Tu connais un petit peu les critères pour l'avoir en France, comment ça fonctionne? Pour la carte pro, Ouais. ça se joue en fonction des overalls tout simplement et ça dépend des compétitions. Il y en a qui te permettent d'y accéder pour l'acquérir. Il y a un tel nombre de cartes pro qui sont disponibles en fonction de certaines compétitions D'accord. et encore pas toutes quoi. Il y en a vraiment très peu quoi, quand j'y repense. C'est surtout à l'étranger en fait qui délivre des cartes pro. D'accord, ok. En France, je pense qu'il faut partir à l'étranger faire des compétitions dans les pays alentours pour pouvoir se permettre de. Ouais. Ou des Europes, des Ok. trucs comme ça. Ouais. D'accord. C'est dommage hein, mais bon. Comme ça. C'est comme ça. Hein. C'est vrai que c'est le professionnel du culturisme est quand même vachement bloqué quand c'est en dehors des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, c'est quand même plus accessible quand tu viens des États-Unis, à la rigueur du Canada. Mais pour les Européens, c'est vraiment la croix et la bannière pour y accéder et pouvoir participer à des compétitions de notre niveau. D'autant plus de travail est nécessaire, on va dire. C'est pas plus mal. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça permet d'avoir de très bons niveaux au niveau. Ouais. Ok, et bien écoute, je pense qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il nous fallait pour le déroulement d'une compétition. Et du coup, il y a un dernier sujet que beaucoup de personnes attendent sûrement depuis le début de la vidéo. Donc c'est le sujet dont tout le monde parle sur YouTube, c'est le dopage. Donc le dopage, on le sait, ou le fruitage, comme vous voulez, c'est le terme à la mode en ce moment. C'est quelque chose qui fait partie de ce sport-là. Et on va surtout essayer de voir en fait quelle importance a le dopage en fait sur le monde du culturisme. Quelle importance il a à ce niveau-là et à tous les échelons. Donc est-ce que tu voudrais un petit peu nous donner ton ressenti sur ce sujet-là
sur un petit peu la vision que les gens ont du culturisme aussi par rapport à ça, parce que c'est quand même le dopage. Quand on parle de dopage, on va être les premiers associés à ça, alors que les gros scandales ils se passent jamais dans notre sport, enfin rarement. Et voilà, ouais, un petit peu ton avis sur tout ça. Alors je pense que comme tout débutant, quand on commence en musculation, on a vu des personnalités très connues en se disant waouh, c'est quoi ce physique, tu vois. Ouais. Mais T'as un modèle, t'as un gros modèle en culturisme, quelqu'un qui t'a vraiment inspiré? Quand j'ai commencé vraiment, mon inspiration numéro 1 c'était Jeff Said. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que Voilà. c'est vraiment de notre génération, avec le début des réseaux, le début des vrais fitness stars. Jeff Said, alors je vous mettrai des photos. Peut-être qu'aujourd'hui ça parlera un peu moins de monde, parce que maintenant on en entend moins parler, même s'il y a pas longtemps il a fait un Olympia quand même, ça faut le noter, en physique. C'est quelqu'un avec une prestance de fou, et forcément beaucoup de mecs s'identifiaient, moi le premier. C'est un peu après Ziz, il y a eu Jeff Said. Ziz Stavergian, mais lui, voilà quoi, c'est aussi. Beaucoup se disent il est mort parce que voilà, il était trop fruité, etc. etc. Ouais. C'est pas vraiment à cause de ça, c'était Je surtout. pense pas. Il avait une anomalie cardiaque, je crois. Une anomalie cardiaque aussi, il avait. Enfin, ça, au niveau de la version officielle déjà. Ouais. Qui n'a pas été avantagé en fonction de son style de vie, en mode fun, tu vois. Voilà, alcool, drogue, tout ça. Enfin, drogue, tout ça, c'était l'accumulation de tout en fait. C'est pas juste simplement le fait d'avoir été, on va utiliser le mot vulgaire, dopé, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il a pas assuré au niveau des contradictions médicamenteuses de tout ce qu'il a apporté à son corps, à droite et à gauche, en fonction des festivals auxquels il a participé et tout ça. Après, quand j'ai commencé la musculation, forcément, je me disais, magnifique, c'est physique. Mais non, je savais pas tout le travail qui était nécessaire et surtout ce qu'il fallait apporter à son corps pour pouvoir y parvenir. Ouais. On se fait une image, en fait, tu vois, on se fait une image du. Mais on reste dans l'ignorance. On sait pas ce qu'il est nécessaire de faire et d'apporter à son corps pour pouvoir y parvenir, mais vraiment à 100%, comme on l'a fait, comme on l'a imaginé. Mais ça, je me suis rendu compte petit à petit avec le temps. Ouais, quand tu ça t'es pas venu tout seul. Quand tu vois que ton corps, au bout de 2-3 ans, il évolue à fond, franchement. Ouais, t'as eu quand même une belle progression. C'est exactement pareil que comme tu l'as vu quand t'as commencé la musculation. Ouais. Tu commences à te poser des questions, à faire des recherches et tout, à parler avec les gens, tout ça. Et je sais qu'il y a ce côté, on va dire, entre guillemets, parce que moi, personnellement, j'ai rien contre. J'y ai réfléchi plusieurs fois, je me suis renseigné sur le sujet plusieurs fois, mais j'ai jamais vraiment été intéressé, surtout pour ça en fait. Ouais. C'est pas que je suis contre, au contraire, moi, je m'en fous, tout le monde fait ce qu'il veut en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le bodybuilding serait pas ce qu'il est sans les produits dopants. Il aurait un autre regard, on n'aurait pas les mêmes physiques, et ça serait hypocrite de critiquer les athlètes qui prennent des produits dopants parce qu'ils en prennent, alors qu'à côté de ça on les adule, on adore leur physique, on adore leurs photos, et ils font vivre ce sport là aussi. Il faut le voir que s'il n'y avait pas le dopage, s'il n'y avait pas les physiques qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aurait pas de fédération de body, peut-être qu'il n'y aurait pas de compétition organisée, et même à tous les échelons, même pour les compétitions on va dire qui sont censées être 100% naturelles, peut-être qu'elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas eu ces athlètes dopés. C'est un petit peu cette image que j'ai du dopage, quoi. Ouais, t'as bien cerné la chose. En fait, comme je te l'ai dit, moi j'ai jamais été contre et chacun fait ce qu'il veut. Moi j'y ai déjà pensé et je me suis dit que si un jour j'atteignais un certain niveau dans les compétitions, peut-être que je passerais le cap ou quoi que ce soit, mais pour l'instant je me sens pas prêt déjà. Et pour être honnête, ça me fait peur, quoi. Ouais, mais ça se comprend. Et ça d'ailleurs, ça c'est vachement honnête ce que tu dis, et c'est quelque chose qu'on entend rarement. C'est que, imaginez-vous le cap de prendre une seringue, de vous l'enfoncer dans le corps et de s'injecter des produits hyper puissants. On ne sait pas si ça va bien se passer, on ne sait pas comment le contrôler. Donc c'est quand même un cap qui est vraiment effrayant, ça. Les gens, je pense qu'il y en a très peu qui se lancent comme ça avec des produits dopants, ou alors c'est qu'ils sont complètement débiles, sans avoir une vraie appréhension, une vraie crainte avant. Donc, le pire, c'est les débutants, ceux qui commencent la musculation. Ah, ça a coupé. Attends, ça a coupé 2 secondes. Ça a coupé 2 secondes. Est-ce que tu peux relancer sur... Vraiment... Ah, de quoi Ça bug. Est-ce que tu peux recommencer la phrase sur le pire, c'est les débutants? Désolé. Le pire, je disais, c'est les débutants qui, au bout de 2 mois de musculation, décident de faire avancer les choses le plus rapidement possible en trichant. Ouais. Parce qu'on peut pas non plus appeler ça comme une triche, quoi. Mais je pense qu'à ce stade-là, au bout d'un mois de musculation, on peut parler de triche et encore plus de débilité parce qu'il n'y a aucune maturité musculaire. Ouais.
Donc, Ouais, déjà, pourquoi vouloir passer un certain cap? Pourquoi vouloir passer un certain cap alors que tu n'as même pas franchi une première étape dans le milieu? ouais. Tu maîtrises pas les exercices, tu maîtrises pas la nutrition, tu maîtrises pas l'entraînement. Là, je suis d'accord, c'est vraiment une notion de triche et c'est prendre des risques pour rien, alors qu'on pourra avoir de très bons résultats. Mais même quand tu as maîtrisé ces aspects-là du milieu, Hmm. il faut quand même continuer à pousser la chose, à pousser ton corps à se développer au maximum naturellement, je pense, Ouais, du plus que tu peux, pour acquérir une base solide qui pourra par la suite te permettre éventuellement. ouais, d'éventuellement de passer le cap, mais j'avais une autre idée en tête, c'est éventuellement de pouvoir atteindre un niveau encore plus supérieur dû au fait que tu as acquis une base très solide de base. Ouais. Enfin, tu vois, Ouais, je vois je l'idée. pense que ça serait d'autant plus appréciable et d'autant plus bénéfique, on va dire. Hmm. Parce que j'ai beaucoup entendu des personnes dire oui, mais toi, si un jour tu décides de passer le cap, regarde, tu auras déjà atteint une maturité musculaire quand même déjà poussée au bout de presque 5 ans et demi, 6 ans de musculation. Ouais. Je leur dis ouais, mais je vois que je continue à progresser et je continue à progresser et même si ça m'est déjà arrivé d'y penser, mais je sais que je ne serai pas capable, du moins pour l'instant, à franchir le cap parce que comme je te l'ai dit, moi ça me fait peur. Ouais. Euh, Ça coûte cher aussi. Oui, ouais, bien sûr. Oui, ça faut bien se rendre compte que c'est pas un paquet de whey de 2 kilos que tu vas acheter pour faire ce qu'on appelle une cure de produit, quoi. Donc, bien sûr que c'est un budget. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est qu'il y a énormément d'athlètes qui pourraient être très doués, mais qui, par souci financier, ne monteront jamais très haut en compétition parce que ça coûte un pognon monstre. Déjà, même sans produit, bien s'alimenter quand tu fais 100 kilos, ça a un coût. Bien s'entraîner, tout ça, ça a un coût. Prendre un coach, ça a un coût. Donc imaginez-vous le budget que ça fait de prendre des produits. Donc bien sûr, tout le monde ne peut pas réussir, du moins en compétition sans argent. Tout le monde n'a pas non plus envie de dépenser pour ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte quand on voit ces athlètes-là. Ouais. Voilà. Il y en a beaucoup qui associent l'image en fait du dopage avec un pacte avec le diable. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. 5 ans enfin 5 ans, je résume en gros la chose. 5 ans de succès pour le reste de ta vie malade. Ouais. Ça peut arriver à une personne comme ça ne peut jamais arriver à d'autres, tu vois. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte, c'est que bien sûr il y en a qui n'auront aucun problème, mais ça c'est comme Ouais. pour tout en santé. Une personne qui va fumer, et bien si ça se trouve elle va avoir aucun souci. Est-ce que pour autant elle devrait pas arrêter de fumer? Bien sûr que si, parce que c'est augmenter ses risques, c'est augmenter les chances chaque année d'avoir des soucis. Et c'est pareil avec les produits, donc bien sûr on ne fait pas du tout l'apologie des produits dopants dans cette vidéo-là, que ce soit Ouais. clair. C'est pas du tout le truc. On essaie juste de vous montrer l'impact que ça a dedans et pourquoi à haut niveau les athlètes prennent des produits C'est et nécessaire. il faut le savoir, quoi. Il faut le savoir. Je pense que c'est important aujourd'hui de pas rentrer de pas avoir dans la tête des gros pros en pensant qu'on va pouvoir y arriver naturellement et être complètement dévasté quand on va se rendre compte qu'en fait ils ont dû utiliser des produits. Donc voilà, faut le savoir, et puis en même temps le savoir aussi, ça peut dans certains cas permettre à ce que certaines personnes ne prennent pas des produits, surtout si elles n'ont aucun objectif. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des personnes qui ne font pas de compétition, qui ne font attention à rien et qui commencent à prendre des produits juste pour frimer dans leur salle, quoi. Et ça, c'est quand même dramatique de voir ça. À Et mon en plus de sens, ça, je trouve qu'elles n'ont pas de quoi frimer parce que déjà, de 1, elles ne maîtrisent pas tout ce qui est la diététique. ouais, Donc les bénéfices, il se trouve qu'ils sont réduits, quoi, tout simplement, bien déjà, sûr. 1. Puis en plus de ça, ils ne maîtrisent pas les exercices, les méthodes. Donc c'est encore un aspect qui fait que ça sert encore plus à rien de prendre ce genre de produit. Et de 3, ils pensent avoir un physique similaire à ce qu'ils ont vu et ce qui leur a donné envie de commencer à vouloir se fruiter. Ouais, Sauf que en fait, ils ressemblent à rien. ouais, Et ils risquent leur santé pour au final ne même pas faire de compétition, mais ils le font pour eux. Et pourquoi? Quelle raison en fait ouais. ils le font? Puis ils le font ça, enfin. Après, C'est c'est vraiment difficile, pour on va pas critiquer le Ouais, bonheur c'est des gens. ça, Si ça, les gens ça, se ça, sentent bien comme ça. ça, c'est un peu difficile de le critiquer. Mais il y en a qui se rendent pas compte des risques qu'ils prennent pour juste briller dans la salle. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc voilà, je pense que moi je suis pas contre, je suis pas pour, mais Ouais. j'ai juste un aspect neutre de l'idée en fait. Ouais. Comme je te l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses propres raisons valables et je les respecte. Voilà. De vouloir franchir ce cap-là, de vouloir faire telle chose, c'est un petit peu comme tout dans la vie.
Sauf que moi, de mon côté, comme je te l'ai dit, j'ai une peur qui existe et c'est comme le fumeur passif et le fumeur actif. Les fumeurs passifs auront peut-être davantage de chances de choper un cancer que le fumeur actif. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, Je valide. tant que j'aurai cette idée-là en tête, même si un jour je décide et si j'ai la chance de pouvoir monter en catégorie et de pouvoir faire des compétitions vraiment à haut niveau en fonction du classement que j'aurai effectué dans les compétitions que je prépare à l'avenir, Ouais, peut-être. Et encore, tu vois. ouais. Je me Ça sens se réfléchira à ce moment-là. je D'accord. me sens pas Bon, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce sujet-là. Donc, bien sûr, ne faites pas n'importe quoi. Les produits, c'est pas de la merde. C'est souvent des médicaments à la base qui sont très puissants. Ça a de réels effets sur votre corps, de réels effets sur votre santé. Donc, ce qu'il fallait voir dans tout ça, c'est que les bodybuilders et les compétiteurs à haut niveau, pour pouvoir réussir, pour pouvoir présenter les physiques qu'ils ont envie d'afficher, ils ont ce cap-là à franchir, mais ils le font en toute connaissance de cause, je pense, du moins pour la majorité. Et Oui. ils le font, je pense, du moins en connaissant les risques qu'ils prennent et en sachant qu'ils auront quelque chose à y gagner derrière, qu'ils auront peut-être une place d'accessible, une compétition qu'ils vont pouvoir gagner. C'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête. Donc voilà. Personnellement, tu vois, j'ai des proches dans la majorité des cas enfin, dans la majorité des cas, j'ai une bonne majorité qui prennent ces médicaments-là, ces Ouais. produits-là. Et je les comprends entièrement parce qu'ils ont des objectifs en tête. Voilà. Et ils ont un chemin qui fait que c'est compréhensible en fait. Mm. C'est pas pour briller sur la plage l'été. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a un vrai défi derrière, il y a des vraies compétitions. Mm. D'ailleurs, comme un sprinter des JO qui prendrait des produits pour briller sur la piste de course, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est bon pour sa santé, c'est quelque chose qui est condamnable par la loi. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des notions de compétition, qu'il y a des notions. C'est un peu en dehors. Quand on n'est pas athlète, quand on n'est pas compétiteur, c'est difficile à voir tous ces aspects-là et à comprendre. Mais je pense qu'il faut quand même le respecter. Il faut le respecter, mais il faut aussi en avoir peur de ce genre de choses. Voilà, faut pas être, faut pas se leurrer quant aux effets des produits dopants non plus, quoi. Il Voilà, faut pas se leurrer quand on commence la musculation aussi. voilà, carrément, carrément. Je pense que c'est la première chose. Bon, oui, super. Je pense qu'on a fait le tour sur le culturisme. Je pense que vraiment on a vu un peu tout ce qui a trait à ce sport-là et tout ce sur quoi je voulais insister, surtout pour les gens qui n'y connaissent rien. Et donc, merci franchement pour ce podcast. Je pense que tu as Merci à répondu toi. à beaucoup de questions. Il n'y a pas de souci. C'est agréable. Du coup, je vous rappellerai l'identifiant de Max pour Instagram. Je vous le réafficherai. De toute façon, je l'aurai déjà mis dans la vidéo. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Il partage beaucoup de photos, beaucoup de ressentis aussi. D'ailleurs, c'est super intéressant. Il n'y a pas que de la musculation. C'est vrai que tu parles aussi d'un petit peu ce que tu ressens sur le coup. Et je pense que c'est important aussi de voir un petit peu ces aspects-là d'un athlète quand il se prépare, quand il a des objectifs dans la vie. Et voilà. Donc, c'est super intéressant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. N'oubliez pas le pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir. Les 500 vues, si vous voulez aller voir la vidéo après qu'on avait fait sur la compétition à Issoire où Max s'était présenté. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre, du moins si c'est un petit peu constructif. Et si on en a le temps, hein, bien sûr. Et abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Voilà. Et partagez. Ouais, et partagez bien sûr. Partagez. Allez, salut à tous.